Tu connais Kai Cenat? Ah, YouTube, le streamer là. Plein de vidéos sur hier. C'est un phénomène au States. Hein. Ouais, mais les gars de Twitch commencent à prendre, mais il y a Gary Vee avait dit que cette année que ça allait être eux qui allaient prendre le plus. Il a même fait venir. Comment Nicki Minaj. Ouais. C'est des plaisantins, voilà. Mais il fait des. Il a streamé 30 jours de sa vie non-stop pour battre le record. Ouais. Non, mais Twitch, là, ça va aller loin. Hein. Non, mais en plus, si tu veux avoir des conseils sur comment créer de l'engagement, comment faire de la rétention, c'est chez eux qu'il faut aller voir. Eux, ils sont chauds. Bah oui, ils cherchent tout le temps des nouveaux trucs, tu vois. Ouais, parce que c'est que des lives. Bah oui, donc ils doivent entertain, tu vois. Moi, je pourrais pas faire ça. Oh, la populace qui est là en permanence, tu dois raconter ta vie là-bas. Bon, c'est comment on tourne? Et Shalom. Salam. Salut. Voilà. C'est la fin du monde, c'est la guerre. Alors, pour ce retour dans un épisode à 2, ça fait longtemps. Amina, I see you. To you. Et tous ceux qui sont là, qui viennent d'arriver, merci d'avoir cliqué parce qu'on a l'impression que maintenant, pour faire des vues, il faut qu'on mette des nouvelles têtes, qu'on mette des vignettes aguicheuses. Vous êtes ingrats. On a commencé ensemble. Je te jure. À 2. Voilà. Maintenant, c'est seulement selon l'invité que vous cliquez. C'est ouais, pas j'ai grave. vu, hein. Franchement, d'ailleurs. C'est Dieu qui vous voit. Dieu qui vous voit. Mais ceux qui nous regardent là, s'il vous plaît, abonnez-vous. S'il vous plaît, c'est le moment. Comme là, on n'a pas d'invité, on n'a pas honte, on est entre nous. Abonnez-vous. Parce que là, on a fait un épisode spécial pour vous, parce qu'on veut vous ramener dans quelque chose qui a été quand même un événement. Je sais pas à quel point les gens de la diaspora l'ont senti, mais à Abidjan, c'était gâté, hein. Pas qu'à Abidjan, hein. C'était pas qu'en Côte d'Ivoire, c'était tout le pays, il y a tous une grosse coupure d'Internet, effectivement, entre le moment où on parle maintenant et le moment où c'est arrivé, on va dire 3 semaines. 3 semaines, ouais. Et ouais, ça vraiment, mais quand on dit coupé, c'était vraiment coupé. Il n'y avait pas d'Internet. Et ce qui est très perturbant, c'est que je pense que c'est la première fois qu'on a eu un truc comme ça où, tu sais, tu te lèves le matin, il y a le courant, tout le reste marche, mais juste pas Internet. C'est ça. Et donc, du coup, tout le monde, au début, était en mode, c'est moi qui ai un problème, peut-être c'est ma connexion. Et les gens redémarrent, les gens... Et moi, effectivement, étant donné les clients que j'ai reçu des appels. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, parce que toi, oui, toi, c'est aussi, il faut que tu dises la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Toi, t'es clairement en première ligne. Qu'est-ce qu'ils font, tes gars? Tout ça, je dis, mais comment... Donc, j'étais très fier de leur dire, c'est tout le monde. Ah, parce que eux, ils pensaient que c'était vous qui faisiez pas votre taf de gérer sur les réseaux, les gens pensaient que c'était soit Orange Côte d'Ivoire, Orange Guinée, etc. On dit, ben non, c'est tout le monde. En fait, ce qui s'est passé, c'est il y a eu un câble sous-marin. Et alors, c'est 3. Parce que normalement, il y a des backups de backup. Exactement. Et les câbles sous-marins ont été endommagés, je crois, du côté de l'Afrique du Sud. Donc, le pays le plus impacté a été la Côte d'Ivoire. Ouais, mais le Ghana aussi. On a dit qu'il y a eu un taux de disponibilité d'Internet. Je crois qu'il était à 5%. Ouais, ou même moins les premiers jours. Non, mais il y avait qu'un opérateur qui il y avait Move. Et du coup, les gens faisaient des fils monstres. C'était assez impressionnant parce que du coup... on a pu expérimenter effectivement peut-être pour la première fois depuis très longtemps, mais surtout la première fois avant très longtemps, la vie sans Internet. Et puis, on s'en amusait parce qu'on se dit, bah, c'est l'histoire d'une heure ou deux. Ouais, au début, tu te dis, ça va revenir. Mais ça a duré... plusieurs jours. Ça a duré plusieurs jours. Jusqu'au lundi, parce que ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ont suivi, et ce que je disais à Kai, c'est que Kai sait que nous, on avait prévu normalement ce vendredi-là de faire notre campagne Africa is over. Exactement. Notre fameuse tu te demandais, est-ce qu'on la lance quand même, etc. Ouais, on peut pas faire. Parce que les gens n'ont pas accès. Après, le reste du monde, parce que nous, la chance qu'on a eue, c'est vrai que moi, dans mon cas, chez Anka, où il y a des gens en Côte d'Ivoire et au Nigeria, mais j'ai des équipes en France, j'ai des équipes au Kenya, et eux, ils me disaient, ben non, Internet marche. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu vois. Donc, très vite, je crois, au bout d'une heure, on a compris que c'était circonscrit au Ghana, Côte d'Ivoire, Bénin, Nigeria. Donc, on a compris que c'était Afrique de l'Ouest. Ouais. Et donc, on s'est posé la question, mais si on fait la campagne, eux, ils seront coupés de la campagne, en fait. Exact. Ils seront pas au courant de ce qui se passe. Et ce qui nous a vraiment décidé, c'est qu'on s'est dit, mais en fait, le problème, c'est que même nous, on ne pourra pas répondre bien. Parce que par contre, notre équipe de service client... Ouais, ou même analyser les feedbacks, ce genre de choses. Et notre équipe de service client, autant nos serveurs, tout ou rien en Côte d'Ivoire, donc on n'avait pas de sujet. Mais l'équipe de service client,
essentiellement est en Côte d'Ivoire. Donc, on peut même pas se connecter pour répondre aux gens. Non, mais il y a des cas où, voilà, c'est vrai qu'on est les premiers en tant que CEO à dire no matter what, il faut que ça sorte. Faut que ça tourne. mais il y a des cas de force majeure. Tu peux pas en plus sur un changement, un virage aussi important. J'en profite pour applaudir la campagne parce que c'est toi l'expert de la com. Moi-même en tant que simple observateur, j'ai été assailli de messages. Moulay, qu'est-ce qui se passe? J'ai juste laissé en vue. T'as laissé les gens en vue. Mais en plus, oui, je savais que c'était l'histoire de 48 heures. Donc je me suis dit, bon, on laisse 48 heures. Ouais. Ou alors je likais. Même il y a eu des commentaires. D'ailleurs, je sais même pas si des gens de YouTube ont suivi la suite. Mais tu as été un de nos commentaires le plus likés sur la deuxième vidéo. Ah oui, j'ai mis quoi? T'as mis un commentaire du genre welcome back. Ah oui, oui. Et là, tout le monde est venu liker ton commentaire. C'était un des commentaires les plus likés. Mais c'est intéressant parce que, comme tu dis, c'est cette campagne-là, en plus, on a eu l'aide de la magicienne. De la génie dans l'ombre. C'est ça. Madame Carien, Tricia, la star des podiums. Et qui, du coup, justement, ce qui était intéressant, je pense, dans cette campagne, parce que on a expliqué un peu plus maintenant, on a sorti donc jusqu'au bout de la campagne. Les plus affairés auront reconnu le lien. Le lien, comment ça? On dit Tricia. On dit Tricia. Bon, les plus affairés savent quand même, s'ils savent pas à ce stade. Ils n'ont qu'à regarder bien la série avant. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est dans la campagne, comme on a expliqué, tu sais, là, on a lancé en même temps, du coup, le podcast Anka. Ça y est. Oui, mais justement, d'ailleurs, un truc que je t'ai pas dit. Oui. Puisque j'étais à l'étranger. Mais si, je t'ai dit, j'aimerais bien qu'on fasse un épisode spécifique sur la campagne. Exactement. Puis tu m'as dit, ouais, mais ça sert à rien parce que nous, on va lancer un podcast. Exactement. Et on va parler de ça. Exactement. Sauf que justement, je voulais en fait je voulais faire un podcast. Justement, je voulais qu'il y ait Kader, qu'il y ait Tricia. Et en fait, que on vous analyse. puissiez, dire dans les coulisses comment ça s'est passé pour qu'on puisse en fait Why not? Comprendre la psychologie. Ouais. La psychologie, qui était pour, qui était contre, qui était, tu vois. Franchement, on aurait pu. En fait, c'est la langue. Mais après, c'est vrai que vous avez fait. D'ailleurs, bravo aussi pour le lancement du podcast. Merci pour ceux qui. Attention, avec du lourd qui arrive. Il y a des très gros épisodes qui arrivent. Donc, tous ceux qui s'intéressent au business créatif, et justement, je vais vraiment préciser maintenant qu'on est vraiment sur South Africa, on l'a fait en anglais. Ce sera essentiellement en anglais. Oui, j'ai vu d'ailleurs des commentaires, les gens disent votre affaire d'anglais là. Voilà, les gens sont un peu. Donc j'en profite comme je suis sur SOA pour m'expliquer. Il faut que les gens comprennent. Notre mission, c'est d'exporter l'Afrique chez Anka. Tu peux pas exporter l'Afrique en parlant français. Vraiment, je suis désolé, mais vraiment, c'est très compliqué de s'imaginer dire. Et je parle vraiment du truc basique. Ça dépend où tu exportes. Oui, tu peux exporter dans d'autres pays, mais la réalité, c'est que nous, on veut sortir les gens de la logique des j'exporte qu'en France. Il faut qu'on sorte de ça. C'est plus précis. Ça, c'est plus précis. Et pourquoi? Parce que l'axe France, en plus, c'est un axe qui, fondamentalement, te pousse pas à l'innovation. Je suis navré, mais en termes d'innovation de produits, parce que là, je parle à des gens qui vont faire des produits pour les consommateurs, il y a rien qui vient de France. Il vaut même mieux commencer à me dire, tu veux apprendre le chinois et apprendre de ce qui se fait en Chine, ce qui se fait en Espagne, même dans les pays latins. Tu as plus d'innovation en termes de produits au jour d'aujourd'hui qu'en France. Et ce qui est intéressant pour nous, surtout dans ce podcast, c'est qu'on veut vraiment l'ouvrir pas qu'aux gens qui font de la mode, pas qu'aux gens qui font de la beauté, mais on veut aussi faire tous ceux qui font des produits digitaux. Un peu comme nous. Parce que ce que j'ai dit dans le podcast, c'est que l'un des premiers clients de Anka, tu sais qu'aujourd'hui, la personne qui fait, je crois que c'est le 4e plus gros utilisateur de Anka Pay. C'est SOA. Entrepreneur South Africa. Alors. Mais je croyais que quand il y avait des classements. Des trucs comme ça, on est dedans. Ben en fait, on n'a jamais fait de classement. Il n'y a pas des petits trophées. On va t'envoyer un trophée. On va mettre ça là. En fait, on n'a jamais fait par Anka Pay parce que comme tu sais, on a vraiment lancé Anka Pay vraiment en novembre. Tu sais, toi, tu as vu qu'en juin, on était en bêta quand on a commencé, toi et moi. Et donc, pour ceux qui se posent la question de comment SOA utilise Anka, parce que les gens ne voient pas forcément, c'est en fait, c'est pas Anka Pay que vous payez les accès à la tribu SOA. C'est ça. Ou au programme. Ou au programme qu'on a fait aussi, le programme S'installer en Côte d'Ivoire. Donc, en fait, Anka Pay permet à n'importe qui souhaite créer un lien de paiement pour faire payer des gens en dehors de son pays. Donc, ça peut être par carte à l'étranger en Europe ou ça peut être par mobile money. C'est-à-dire que si toi, tu es, par exemple, en Côte d'Ivoire, tu veux que quelqu'un au Kenya te paye et que lui n'a que M-Pesa, tu peux créer un lien Anka Pay. Exactement. Et la personne te paye avec sa méthode de paiement dans son pays. Toi, l'argent arrive sur ton wallet Anka et tu peux le retirer dans la méthode de ton pays. Ou le retirer en partie en France. Ou le retirer en partie ailleurs. C'est ça la beauté. Non, mais là, c'est fluide. Je pense que là, maintenant, on paye
cheap, marketplace. Exactly. 3 mots-clés, voilà. Les gens, non, mais depuis franchement, on est d'accord, on comprenait rien. On comprenait rien. Ouais, j'ai fait Africrea, j'ai fait Anka, il dit, le gars, même, il dit quoi? Il a combien de sociétés? C'est la même chose, c'est deux trucs. Bon, voilà, là, c'est clair. C'est un peu plus clair. J'espère, en tout cas, et on va continuer à expliquer au fur et à mesure aux gens. Et... Oui, là, maintenant, je vois que oui, vous allez rentrer dans la phase pédagogie. C'est top. Après, le sensationnel, il faut maintenant... Ouais. Et comme je l'ai expliqué à ceux qui parlent, du coup, qui ne veulent pas aller voir l'épisode complet et qui veulent en français, on était obligé de faire ça parce que, comme je l'ai expliqué à Kaïsek, ça fait des années maintenant qu'on prépare cette grande migration. Comme tu sais, depuis au début, c'était l'app. Ah, oui. Peut-être combien de fois on en a parlé, tu m'as dit, ah, ton app, là. Ouais. Et on savait que juste venir dire, bon, ben, Africrea devient Anka Marketplace, tout le monde s'en foutrait. Et c'était un testament d'à quel point Africrea a été une marque forte. Et c'était triste pour nous parce que, quelque part, c'était le seul moyen pour développer la nouvelle marque. Il fallait qu'on bute publiquement la marque ancienne. C'est pour ça que quand je t'ai dit, t'as un talent d'acteur à la Denzel, tu m'as dit que c'était pas de l'acting. Exactement. Que t'étais vraiment triste. Non, mais j'étais vraiment les trémolos dans la voix, là. Bon. Écoute. Non, dommage que nos amis sont pas là pour analyser tout ça. Là. Ça Tricia, j'aurais bien aimé voir un peu les backstage. Les backstage pour Tricia. On aura l'occasion, je suppose qu'il y a beaucoup de contenu. Beaucoup de contenu et beaucoup d'étapes. C'est que le début. On l'a fait qu'en 4 prises. Hein. Oui. C'est ça que je veux dire. Il y a pas. En fait, ce que je disais. Non, mais 4, c'est quand même un nombre. Ça va. Négatif. Mais je m'attendais à faire beaucoup plus. Ah, d'accord. Ok. Parce que c'est quand même triste de devoir dire aux gens. Mais ce qui a vraiment aidé, et je répète, c'est que pour la première fois, c'est quelque chose. Bon, dans le podcast, on en a parlé quand même plein de fois. On a failli mourir. Donc, oui. Et c'est ça qui est le point important, c'est que j'ai même pas besoin de mentir, j'ai juste besoin de me replacer. Ça, je pense, malheureusement, tu peux le dire comme tu veux, à part peut-être les gens de la tribe à qui tu as donné encore plus d'explications précises de ce que ça veut dire là, je pense que beaucoup de gens ne comprendront jamais ça, parce qu'en fait, ils vont dire, le gars, il lève 1 million par-ci, 2 millions par-là. Voilà. Donc, il faudrait, tu vois, limite, peut-être aller dans les détails, montrer, comme tu appelles ça, le burn. Le burn. Ce que je dis toujours aux gens. Ce que tu dépenses chaque mois pour que les gens réalisent. Mais même quand tu vas montrer ce que tu dépenses par mois, on va dire, mais pourquoi ils dépensent autant? Exactement. Donc, et du après, coup, on rentre dans la culture, Silicon Valley, pourquoi un dev, on le paye autant, exactement. Etc. Et d'ailleurs, dans le dernier, je pense que c'est Régis qui parlait des salaires des devs. Des devs, quand on a fait les gens étaient choqués. Toi, tu avais parlé aussi des salaires des devs dans l'épisode avec Leila Richard. Exactement. C'est des rockstars. Et donc, quand tu veux construire un outil, l'idée de l'app, ça suffit pas, l'idée. Exactement. Et dans l'exécution, ce que les gens sous-estiment vraiment et qu'on a voulu mettre en avant, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans SOA, c'est qu'on va pas mettre que le côté facile en avant. Enfin, tu sais, on a parlé du fait que oui, on a eu des fraudes. On a eu les frais de paiement, un truc basique. Une chose qui a derrière ce changement aussi de Africrea vers Anka, c'est qu'on a pu enfin augmenter nos tarifs. Ça faisait 3 ans depuis qu'on a mis en place l'abonnement sur Anka qu'on perdait de l'argent juste sur le fait que les gens même utilisent notre service. Parce que les paiements, les liens de paiement là, qu'on a créés depuis, on faisait pas payer les gens alors que ça nous coûtait 4% de chacun des paiements. Donc, à chaque fois que quelqu'un payait même un abonnement à la tribu Telegram, par exemple, SOA gagnait de l'argent, mais Anka perdait 4% du montant. On payait pour que le service continue à exister. Parce qu'on n'avait pas à monétiser, parce que pour monétiser, il fallait augmenter fortement l'abonnement. Et il fallait en plus avoir des frais qu'on a maintenant. Attends, mais là, tu es en train de me dire que SOA doit payer un abonnement. Depuis, on paye l'abonnement et maintenant, on paye en plus des frais, hein, mon ami. C'est fini la fête, là. Faut que je voie plus clair. Faut que tu ailles voir un peu plus clair dans les commissions. On fait le point après. Mais effectivement, vous pouviez pas lancer cette annonce-là, ce gros shift-là, ce jour-là, qui était particulier. Il n'y a pas d'Internet, quoi. C'est ça. Enfin, je veux dire, il y avait au Bénin, je crois qu'ils étaient à 40%. Ouais. Nigeria a été touché quand même. Nigeria était à moins de 30%. Ouais. Guinée. Non, c'était compliqué. Et puis même, les gens essaient de nous joindre. Tu vois, quand je repense maintenant comment la campagne s'est déroulée, le nombre de WhatsApp que j'ai reçu ce jour-là, tout le monde m'a écrit. Des gens que je connais, des fois, des gens, je savais même pas qu'ils avaient mon numéro. Pour me dire, désolé, j'ai vu la fin d'Africrea. Imagine si ça avait fait ça le jour où il n'y avait pas d'Internet. Ouais.
En fait, les gens n'auraient même pas pu t'écrire, tout le monde était en panique. Ouais, c'est clair. En admettant qu'ils aient vu, je veux dire, c'est-à-dire que s'ils ont vu, ils peuvent même pas t'écrire pour savoir. Ouais, non, ça fait pas de sens de lancer. Il y a des moments comme ça où tu peux juste pas lancer une campagne. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on fasse un épisode là-dessus, mais il y a un gros sujet. Moi, j'ai un mot-clé que j'utilise beaucoup, c'est le timing. Exactement. C'est vrai qu'on en parlait énormément. Le timing, c'est clé. Énormément de choses. Dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, dans tes choix. Ouais. Dans tes choix de carrière, dans tes choix de relations. Tellement le timing est tellement important. Et je pense que tout le monde a des exemples où il se dit, cette personne, si je l'avais rencontrée juste un mois avant, ça aurait tout changé. Ma vie aurait été différente. Non, oui. Et des fois, les imprévus peuvent même t'amener à un meilleur timing. Parce que ce qui était drôle, du coup, c'est qu'on avait prévu de faire ça le 1er mars. Finalement, on l'a fait, je crois, le 23 mars. Et du coup, le premier épisode du podcast est sorti le 1er avril. Ouais, bah oui. Et ça faisait un peu genre, en fait, mais qu'est-ce qu'ils vont nous raconter comme foutaise encore C'était un lundi férié. Ouais, voilà. Ça passe, ça passait, tu vois. En fait, du coup, parfois, En fait, c'est le timing de Dieu. Mais tu sais, sur le timing, j'ai vu je crois que c'était une vidéo de Yomi, Denzel, qui passait. Et en fait, il faisait un débat avec lui-même sur la fameuse phrase que nous aussi on dit souvent, l'idée ne vaut rien. Exact. C'est l'exécution qui fait tout. Et en gros, il dit que, en fait, il challenge de plus en plus cette idée parce qu'en fait, finalement, il dit pas qu'il faut pas travailler, certes, mais en gros, est-ce qu'il n'y a pas plus important que l'exécution, à savoir le timing? Ça fait partie de l'exécution. Tu vois? C'est ça. Oui, mais c'est le timing, c'est le moment en fait, c'est le moment où tu lances. Mais pour moi, parce que quand tu dis exécution, tu sous-entends quand tu donnes ce conseil-là, ok, vas-y, fonce, exécute, vas-y, maintenant, vas-y, tu vois? Ouais. Tu dis pas analyse. Justement, on a tendance à dire éviter les études de marché là, allez-y, tu vois, tester des choses. Tu vois? C'est intéressant parce que dans le monde des startups, il y a une question qu'on te pose souvent quand tu essaies de lever de l'argent, c'est why now? Ah, intéressant. Demande-moi why now. Mais le problème, c'est que ça peut vite devenir le genre de question où tu réfléchis pendant Il n'y a pas de fin. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour répondre un peu à ce que dit Yomi, et il a raison, moi, ma conviction, c'est que ça fait partie de l'exécution parce que c'est que dans l'exécution que tu sais quel est le meilleur moment. C'est que quand tu commences à faire, que tu te dis, ah, en fait, ça aurait été mieux à tel moment. C'est que quand tu commences à planifier. Mais quand t'es parti, Enfin, nous, tu vois, on était partis, hein. La vidéo était enregistrée, tout était prêt. Mais a posteriori, et du coup, tu vois, par exemple, on n'avait pas prévu initialement de faire un podcast. L'épisode du podcast qui devait sortir en premier n'était pas Kader et moi. Ça devait être un épisode qui va être le deuxième bientôt. Mais en fonction des feedbacks. Là, on s'est dit, ah non, merde, vu comment les gens réagissent, il faut que le premier épisode, ce soit nous. Et on l'a tourné en plus. Alors que la vidéo présentation et les autres épisodes étaient déjà tournés. Donc, je pense qu'il a raison sur une chose. C'est que la vérité, c'est que le timing, ça ne peut jamais être dans l'idée. Tu peux jamais anticiper le timing. Tu peux jamais dire, je vais réfléchir à quel est le meilleur timing. Parce qu'il y aura toujours, c'est ce qui est terrible d'ailleurs dans le timing, tu as toujours des pour et des contre. Si tu dis tel jour, tu vas dire, ah, mais peut-être que ce sera trop loin, peut-être que les gens seront occupés, peut-être que truc. Il n'y a jamais de moment parfait. Par contre, ce que moi j'ai remarqué, et c'est vrai que même dans la coupure Internet, il y a une chose que ça m'a appris, c'est qu'il faut, et ça c'est peut-être dans la spiritualité, encore une fois dans la santé mentale, il faut accepter des fois que le timing, il faut savoir le suivre. En fait, c'est pas un truc que tu dictes. Il faut savoir suivre le flow. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a beaucoup de trucs où moi, dans ma vie, en tout cas, j'ai eu le sentiment que souvent, les meilleurs trucs, j'ai pas imposé le moment. J'avais pris une décision, mais c'est pas fait exactement à ce moment-là. Mais du coup, tu suis le flow. Tu te dis, ok, tu vois, c'est un peu... ça revient aussi à l'aspect spirituel. Ouais. Tu vois, c'est qu'à un moment donné... si tu t'accroches trop à essayer de contrôler, le timing, ça devient compliqué. Il y a un plan qui est plus grand que toi. Parfois. Exactement. Et surtout, il faut avoir foi au plan. Il faut avoir foi au fait que si ça se passe comme ça, c'est pour ton bien. En tout cas, tu y gagneras quelque chose. Mais du coup, toi, quand il y a eu la coupure d'Internet, c'était quoi ta première réaction? Genre, les premières heures, t'as fait quoi? Alors moi, c'est très bizarre parce que ce matin-là, je me suis réveillé très tôt. Et donc, j'ai changé avec mon chauffeur. Donc, par WhatsApp? Ouais. Et ça marchait? Ouais, ça marchait. D'accord. Ouais, je sais plus quelle information je lui ai donnée. Mais bref, je lui ai donné. Donc, j'ai pas vu le truc et j'ai été me laver, puis j'écoutais un podcast. Enfin, il y avait toi, t'avais rien à signaler. Tout d'un coup, j'ai eu un souci. Mais bon, ça peut arriver. Je me dis peut-être que mon forfait et tout, Mais quand je suis arrivé au bureau
et que j'ai vu que le Wi-Fi fonctionnait pas. T'es venu au bureau à tôt, quoi, du coup, tu étais déjà... Ouais, et que j'ai vu que le Wi-Fi aussi fonctionnait pas. Là, j'ai dit, là, je sais que c'est général. Donc là, bon, effectivement, la particularité, comme j'ai pas mal d'équipes qui sont sur des clients télécoms. Exactement. Je leur dis, qu'est-ce que vous avez entendu? Voilà, donc là t'appelles tes clients télécoms en mode, bon les gars, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai mon équipe, ils me disent, non, il y a ça, c'est général, etc. Et apparemment, même il y a une solidarité en fait entre les opérateurs télécoms. Oui. Ils ont essayé en fait de voir ensemble comment est-ce qu'ils peuvent gérer le problème. Parce oui, que, pour rétablir un petit peu. Oui, en fait, au-delà de la concurrence, tu as besoin, c'est ce qu'on dit souvent, on avait fait un épisode sur concurrence. Exactement. À un moment donné, tout concurrent que vous êtes, vous avez besoin que le marché fonctionne. Exactement. Parce que sinon, les gens vous en veulent à tous. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, donc après, c'est vrai qu'il y en a un qui a un peu plus profité. Je pense que Move est sur un autre câble. Ouais. Peut-être que c'est important. C'était le seul câble qui n'était pas été coupé. Ouais, et d'ailleurs, la petite blague, c'est qu'il faut savoir que Move donc, est maintenant un groupe marocain. Oui. Présent dans pas mal de pays quand même d'Afrique de l'Ouest. Et donc, du coup, les Ivoiriens disaient, dans ça, là encore, c'est le Maroc qui vient nous sauver. C'est le Maroc qui nous sauve, c'est vrai, comme la CAN. Donc, voilà. Donc, les Ivoiriens ne perdent jamais le sens de la formule. Toujours. Et du coup, ce qui est important aussi peut-être d'expliquer, c'est comment est-ce que ça fonctionne. Parce que moi, personnellement, je sais quand j'avais étudié un peu le fonctionnement d'Internet, ça m'avait particulièrement marqué de savoir que c'était via des câbles sous-marins. Toujours. Tu vois. Donc, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Je pense quand même que, un peu comme moi à l'époque, de manière avec ton intuition, tu penses que ça passe par les airs. Naturellement. Tu penses que c'est des radios, c'est des fréquences. Mais quand j'ai ça et que j'ai vu que c'est des milliers, des millions de kilomètres de câbles qui sont sous les océans, qui relient, qui contournent nos continents, c'est hallucinant. Et donc après, tu vas plus loin et tu te demandes, mais qui est propriétaire de ces câbles? Et là, tu découvres que, malheureusement, pour l'Afrique, tu as surtout des câbles européens et américains. Exact. Tu en as de plus en plus même qui investissent là-dessus. Tu as Facebook qui construit le plus gros câble du continent parce que voilà, ces groupes, que ce soit Facebook ou Google, ont tout intérêt à ce que le continent soit encore mieux connecté. Ouais, c'est des clients pour eux. Donc voilà, donc en fait, c'est aussi pour ça, en fait, c'est les arguments aussi pour ceux qui hésitent à se lancer dans le business du digital. C'est qu'en fait, non seulement les parties prenantes internes au continent, mais externes également, ont tout intérêt à ce que le continent soit de plus en plus connecté parce que, du coup, ça fait de plus en plus de consommateurs internationaux. Donc, ça fonctionne de cette manière, mais juste préciser qu'il y a également des opérateurs qui fonctionnent via satellite. Oui, quelques-uns comme Starlink de Elon Musk. Voilà, exactement. Et donc, du coup, eux, ils vont être un peu plus, peut-être un peu moins sujets à ce genre de situation. Moi, ça m'intrigue parce que je me dis, est-ce que ça va stimuler? Moi, en tout cas, personnellement, j'espère que ça va aussi intéresser plus de gens, s'intéresser au monde des télécoms et à ce qui se passe derrière Internet. Ouais, mais c'est une très bonne question parce que tu sais, moi, entre le moment où j'ai commencé dans le digital et le moment où j'ai commencé à étudier ce qui se passe, il s'est quand même passé pas mal de temps. Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas logique. Je peux pas, si je veux, comme je l'ambitionne, tu vois, être vraiment dominant sur le marché, je dois savoir comment ça fonctionne. Exactement. Et comment c'est possible d'ailleurs, parce que moi, ce que je me pose souvent comme question, c'est que oui, quand il y avait pas d'internet, littéralement, on ne pouvait plus travailler. Et là, c'est là où j'ai réalisé, oui, l'une des raisons par exemple, qui a fait que je suis venu en Côte d'Ivoire, c'était la qualité de l'internet. Mais ce que ça veut dire indirectement, c'est que demain, il n'y a pas internet, moi, je ne peux plus travailler. Quelle est ma contribution à la société en fait, de facto. Mais est-ce qu'on a vraiment déjà envisagé le monde sans internet? Et je pense que c'est ça qui était... Moi, c'est vraiment ça qui était... Moi, je te dis, dès que j'ai vu que c'était un truc général, j'ai appelé juste Guillaume, du coup, notre directeur financier qui est en France, en direct. Je lui ai dit, écoute, préviens tout le monde.
Après ça, j'ai éteint mon téléphone, je suis allé méditer 1 heure. Direct. Parce que je me suis dit, en fait, c'est important que je prenne ce moment pour me poser les bonnes questions. Mais je me souviens que ce jour-là, même, on a tourné. On a tourné, exactement. Et tu me disais, j'espère que ça va se prolonger. Je commence à aimer cette affaire. C'est pas mal du tout. Si ça peut être jusqu'à lundi, ce serait C'est pas mal. Et ce qui est terrible, c'est qu'encore une fois, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur je sais pas, qui est le plan de Dieu, mais en fait, franchement, cette interruption m'a fait beaucoup de bien. Parce que moi, à un moment, j'étais épuisé. Franchement, je pense que j'aurais pas eu l'énergie de gérer la campagne si jamais il n'y avait pas eu ce week-end-là où on n'a rien fait. Parce qu'en fait, j'étais déjà épuisé parce que, en fait, je sortais préparation et juste avant ça, moi, j'avais un board avec tous mes investisseurs qui étaient venus en Côte d'Ivoire, tous mes employés. Donc, j'étais en fait sur les rotules. Donc, quand j'ai vu qu'il n'y a plus Internet et que j'ai même pas besoin d'expliquer à quelqu'un pourquoi je ne suis pas joignable, mon ami. Une opportunité comme ça se présente pas. Exactement. Ça, moi, j'étais juste appelé toi, j'ai dit, bon, on tourne combien de podcasts là? Je me suis dit, d'ici, on peut même commencer à tourner plein. Oui, parce que pour le coup, nous, on n'avait pas besoin d'Internet pour tourner. C'est ça qui était passionnant. Non, c'est... Mais c'est vrai que pour le coup, moi, ça m'a vraiment marqué parce que les gens n'ont pas réagi du tout pareil. Autant moi, j'étais content. Kader, du coup, mon associé, lui aussi, il a dit, putain, il m'a dit, Moulay, à la fin de la journée, on s'est vu, du coup, quand on a fini de tourner, on s'est vu pour aller marcher. Il m'a dit qu'il est plus reposé aujourd'hui que pendant les premiers jours de congé habituels. Parce qu'il n'y a pas la culpabilité. Et ça, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est un truc dont on ne parle pas beaucoup. Même pendant tes congés, je pense que tous, nos premiers jours, tu as toujours ce petit truc de « Ah, mais il y a peut-être ça qu'il faut que je vérifie que ça ne parte pas. » En fait, tu as toujours ce truc où tu... Tu sais, je ne sais pas si c'est ta peur que quelque chose ne marche pas ou que... Et ça non, mais le mot culpabilité est le bon mot parce qu'en fait, tu te dis que quelque part, tu dis qui je suis pour ne pas répondre à ce mail, tu vois. C'est ce problème-là, exactement. Tu vois, au bout d'une semaine, enfin, tu vois, une semaine de congé, je pourrais répondre en 1 minute. Exactement. Que ça me coûte vraiment, tu vois. Exactement. Et donc, mais c'est là après où dans la santé mentale, il y a ce sujet-là, c'est-à-dire que tu rentres dans le truc de je n'ai qu'à répondre 5 minutes. Enfin, exactement. Ça me prend que 5 minutes, ça me prend que 2 minutes. Je dois montrer que je suis présent. Si je suis absent pendant 48 heures, c'est pas bon, c'est pas bien vu. Et des fois, tu rentres dans un film, tu vois, assez prenant. Assez prenant, Et des fois, c'est pour ça que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal à prendre des vacances et qui même prennent des vacances et en sortent pas vraiment reposés. Parce que le stress qu'ils ont pendant les vacances, c'est un peu comme s'ils se sentent frustrés de pas pouvoir agir. Ouais, mais là, il y a un sujet qui existe, c'est la préparation des vacances, en fait. Très bon point. Tu vois, c'est que tu prépares ton plan de passation. C'est-à-dire que tu sais ce que tu as à faire, tu sais s'il y a des choses qui peuvent attendre ton retour, et d'autres, tu dois absolument les déléguer. Si tu les délègues pas, c'est sûr que tu n'auras pas de vacances. C'est ça. Tu vas être comme ça. C'est sûr et certain. Et... moi, je sais quand c'est bien préparé, mais pour une raison un peu... Enfin, on en revient toujours à l'organisation, à la productivité. On se laisse souvent aller, et puis on se dit, ouais, on part, mais en fait, on n'est pas vraiment parti. Ouais, surtout que les derniers jours, avant de partir, les dernières heures, tu es en mode, tu essaies de tout cleaner avant de partir pour te dire qu'il n'y a pas de problème, mais en fait, Et c'est pour ça que c'est important, bon, je ne suis pas le meilleur là-dessus, mais je sais que les rares fois où je l'ai fait, ça m'a fait vraiment du bien, c'est planifier vacances des mois à l'avance. C'est-à-dire qu'en gros, psychologiquement, en fait, le monde, tu prépares en fait tout ton environnement vers ce moment-là. Voilà. Ils savent que tu ne seras pas là. Ils savent, oui, 27 mai, je suis pas là. 27 mai, je suis pas là. Ah, tu le répètes. On vous prend un rendez-vous le 28 mai. Non, je pars le 27 mai. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et les gens se mettent en mouvement. Exactement. Ils disent, est-ce que je peux te voir avant que tu partes, etc. Exactement. Mais je le disais souvent à mes créas, parce qu'à un moment, j'avais un problème, c'est que mes créas n'arrivaient jamais à partir en vacances. Et chaque fois qu'ils posaient des vacances, et je les voyais la semaine d'après en train de travailler. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, mais il y a trop de trucs. J'ai dit, mais vous n'avez pas compris le truc. Il y aura toujours des trucs. Ça va jamais s'arrêter. Donc, en gros, si vous dites pas au chef de projet que moi, du 2 juin au 15 juin, je suis pas là, il va continuer à envoyer. Il va continuer à envoyer. Donc, tu dois lui dire avant que à partir du 2 juin, je suis pas là. Tu vois, tu lui rappelles et t'inquiète pas. Ça va pas manquer. Il va s'organiser. Moi, je sais qu'en cabinet, on avait même une règle pour t'aider à prendre des vacances que moi, j'ai repris.
c'est que les premiers jours, tu éteins ton téléphone. Ah, c'est intéressant ça. En cabinet, c'est ce qu'on a remarqué. Et une autre règle que moi j'avais en cabinet, je me souviens que mon manager avait. Ça permet de passer ce petit truc là. En fait, c'est le début. Le petit sas, le petit sas, voilà. Là. Il est très dur. Et ce que lui disait même, c'était de ton ordi, nous, nos ordi, qu'on avait des ordi pro, on les laissait au bureau. Ouais. Et c'était un symbole, hein. Ouais. Quand tu laissais ton ordi dans le casier au bureau, c'était quand même symbolique parce que même si quelqu'un t'appelle, t'as juste pas ton ordi, donc t'as pas accès à tes dossiers, t'as pas accès. En fait, c'est symboliquement, tu déposes ton travail. Et c'est là où je pense qu'Internet a créé quelque chose de dangereux, c'est qu'en fait, maintenant, même avec ton téléphone. Tu peux pas. En fait, j'ai plus ce truc. Je peux plus maintenant dire je vais déposer mon boulot. Il est en ligne. Tu peux pas le dire. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un autre piège. Tu sais, toutes ces personnes qui te disent ouais, je voudrais un téléphone de fonction et tout ça. Vous savez pas, vous savez pas dans quoi vous rentrez. Quand tu as un téléphone de fonction, le code qui va avec, le message qui va avec, le message caché qui va avec, c'est je suis joignable à tout moment. Même si tu dis quand il est éteint, il est éteint. Non. Ouais. T'as un téléphone de fonction. Donc, tu dois pouvoir te joindre dessus. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a des gens d'ailleurs qui sont contre. Hein. Et c'est là où je pense qu'on est dans un truc qui est vraiment. C'est un piège. Et c'est là où qui est vraiment deep. Moi, j'avoue, ce qui m'a beaucoup. Quand j'ai médité ce jour-là, un truc qui m'est revenu. Je sais pas si on a déjà parlé toi et moi de Sapiens. Le livre Sapiens sur l'histoire de l'évolution de l'humanité. Oui, bien sûr. Et de Yuval Harari. Il y a un moment quand j'ai trouvé qu'il était fondamental là-dedans. C'est quand il expliquait que la création du email a détruit les relations humaines. Et il expliquait qu'en fait, la technologie de manière générale, que ce soit les lettres, les emails et même plus loin maintenant la WhatsApp, en fait, quand tu retires de la friction à n'importe quelle action, tu baisses la qualité de l'action. Ah, c'est très intéressant ça. Et parce que combien de fois tu dois dire un truc très important, limite conflictuel à une personne, et tu te dis, je vais l'écrire. Et là. Mais en fait, tu évites ce petit moment. Ce petit moment comment tu as appelé ça, de tension. Ouais. Mais ce que tu dis, c'est que peut-être ça va pas être mais c'est incroyable suffisamment qualitatif. Parce que ce qui est incroyable, lui, il expliquait très bien. Il disait, en fait, avant qu'il y ait les emails, les gens s'écrivaient des choses importantes. Depuis qu'il y a les emails, les gens s'écrivent essentiellement des foutaises. Il prend l'exemple des spams. Il dit qu'en fait, avant les emails, le concept même des spams n'existait pas. Avant les boîtes aux lettres, il n'y avait pas les pubs en lettres. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux. Avant qu'on te crée des choses qui te facilitent la vie, en fait, la quantité, plus ta vie est facile, plus la quantité de choses de basse qualité qui vont t'arriver vont être énormes. Exactement. Et c'est pour ça, moi, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je fais ce petit travail de temps en temps. Je vais dans mes réseaux sociaux. Ouais, et t'enlèves. Et j'enlève des gens. Oui. J'enlève des gens parce que je dis, déjà, si tu poses rien. Rien. Si t'es mon ami, c'est pas parce que je vais te que tu seras plus mon ami. Exactement. C'est pas le souci, mais poste rien ou parfois il y a même des trucs je trouve dommage. Je suis en fait quelqu'un parce que j'aime beaucoup ce qu'il a créé, etc. Mais je vois que quand il poste que des trucs en week-end, etc. Rien à voir. Donc bon. T'arrêtes. Arrêtez de suivre parce que ça te consomme de l'énergie. Et je pense que à ce stade, tout le monde est au courant que les réseaux sociaux ont été construits pour vous donner cette petite dose de dopamine à chaque fois que vous actualisez le feed, à chaque fois que vous scrollez, à chaque fois que vous cliquez pour voir cette story. Et et moi, c'est ce qui m'intrigue, c'est quand le courant était coupé, quand l'internet était coupé, pire que le courant d'ailleurs, ça m'a fait rire. Je me suis dit, mais je voyais les gens autour de moi, par exemple ma sœur, les gens autour de moi, étaient vraiment dans un truc qui était... ils étaient frustrés. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si on leur avait coupé de l'eau. En fait, il leur manquait quelque chose. C'est-à-dire que même leur réflexe... Ah oui, c'est le bon exemple. En fait, le réflexe d'aller tout le temps se prendre un petit shot dès qu'ils font une tâche, un petit coup d'Instagram, c'est plus possible quand il n'y a pas Internet. Non, c'est comme Tricia, elle m'appelle. Ouais. Elle me dit... puis au bout de minutes, je dis, mais... Elle dit, ah non, mais... C'était juste pour causer. Ouais. Je dis, depuis quand, tu vois, depuis quand on va causer en pleine journée? Ah, il n'y a pas Internet. mais parce que l'habitude, elle le fait autrement. Tu appelles tout le monde, Non, mais attends. Mais c'est intéressant parce que tu vois... c'était une belle expérience. Mais tu vois ce que tu décris là, c'est exactement, tu vois, par exemple, un autre exemple que moi j'ai donné, comme il n'y avait plus Internet, mais par exemple là, tu vois, ce jour-là, on a tourné avec Mégane, qui est sortie la féministe. Oui. Elle savait pas comment arriver ici.
Exactement, tu as dû sortir, aller la chercher. Exactement. Ouais, et tu vois, ces petits trucs, ça m'a rappelé que, par exemple, moi, j'avais toujours regretté le fait que c'est depuis qu'on allait... je sais pas si tu te souviens, toi. On est assez vieux. Pour beaucoup de gens qui nous écoutent, peut-être c'est pas le cas. Mais tu te souviens de l'époque où les téléphones n'étaient que fixes, toi? Bien sûr, oui. Et à cette époque, les gens étaient jamais en retard. La plupart des gens étaient ponctuels. Parce qu'en fait, si tu avais rendez-vous quelque part avec quelqu'un, si tu venais pas à l'heure, ben juste, vous pouviez pas vous rejoindre. Par contre, je me demande encore comment on faisait pour trouver les endroits. Ben, en fait, en vrai, ce qui est intéressant, c'est que pareil, les gens venaient ou te chercher quelque part, ou tu prenais une carte. Moi, je me souviens encore de l'époque où mon père, on prenait des cartes pour se déplacer. On se déplaçait avec des cartes et on regardait. Et c'est... Alors, ce qu'il raconte justement dans Sapiens, ce qui m'a marqué profondément, et c'est pour aller plus loin, c'est que c'est un muscle qu'on doit essayer de continuer à développer nous sciemment. Lequel? De continuer à faire des choses qui sont difficiles, mais qui sont de meilleure qualité. Par exemple, sciemment dire, oui, c'est facile d'appeler tout le monde tout le temps, mais de se poser la question, si demain je pouvais appeler personne, qui ce serait important pour moi d'appeler et qu'est-ce que je dirais? Si je n'avais droit qu'à un appel par jour, par exemple, qu'est-ce que tu ferais? Parce que je pense que ça change complètement, parce qu'en fait, et c'est ça le danger en fait du confort de manière générale, c'est que ça te rend... Tu ne fais plus attention aux choses. Tu les prends toutes pour acquises et tu fais tout. Et c'est pour ça que, tu vois, par exemple, même ce que tu écrivais avec Tricia, c'est très vrai. C'est que moi, je sais que, par exemple, du coup, pareil, ma copine, elle avait le même sujet de... Elle lit normalement. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, je pense, avec les réseaux sociaux, elle lisait maintenant que en fin de journée, quand vraiment, il n'y a rien d'autre à faire. Ou quand elle veut se couper des réseaux. Mais quand il n'y a plus de réseaux sociaux, elle m'a dit, mais ça fait hyper longtemps que je ne sais plus comment me divertir autrement. Où j'ai l'habitude de parler aux gens. Et c'est super marquant parce que tu te rends compte que, en fait, merde, en fait, on ne sait plus faire des choses, même s'ennuyer. Un truc qui est important aussi, dont il parle dans Sapiens, les gens ne savent pas s'ennuyer. Et je vais plus loin, ça va aller même sur... Là où je pense qu'il y a même des parents comme toi, c'est, du coup, il faut peut-être que tes enfants, tu leur apprennes à s'ennuyer. Parce que du coup, si eux, ils grandissent dans un monde comme ça, tu sais, ils n'ont pas eu l'époque où nous, on a imaginé le monde sans. Tu as même le réflexe que moi j'ai eu de dire je vais chercher Mégane. Je suis pas sûr que tu fais ça à Kimani, il va peut-être dans 5 ans il va pas pouvoir imaginer ça. Un monde où en fait il peut pas avoir un Google Maps. Et il faut peut-être des fois se créer des moments comme ça. Je sais pas si c'est des retraites où on se dit on laisse nos téléphones, mais il y a des internet et c'est un peu pareil pour le courant. C'est pouvoir s'imaginer fonctionner sans courant. Bon, en Afrique on a quand même des coupures donc on n'oublie pas. Mais tu dis à un Européen demain, il n'y a plus de courant, mais ils sont PLS. Ouais, bah après, est-ce que nos sociétés d'aujourd'hui sont construites pour vivre sans courant? Non. Je pense pas. C'est comme pour le digital. Maintenant, on n'est pas, enfin, rien n'est construit pour fonctionner sans ça, tu vois. On part du principe que c'est un acquis. Exactement. Mais tu vois, le fait qu'on ait passé ces quelques jours sans Internet, moi, ce qui m'a fait flipper quand même, dis-moi, c'est à un moment donné, je me suis dit, mais après les rigolades, je me suis dit, mais je me sens comme isolé, coupé du monde. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment à un moment donné qu'on était sur une île, en fait. Tu vois? Et qu'en gros, il se passe quelque chose. Et je me suis dit, en gros, s'il se passe quelque chose aujourd'hui dans ce pays-là, personne n'est au courant. Je grossis le trait. Hein, mais c'est vrai. Mais tu vois, mais personne... Non, mais on pourrait dire, oui, mais il y avait quand même un opérateur qui fonctionnait et tout. Mais on était vraiment à 5%. Enfin, on rigole pas. C'était vraiment... Il y avait rien. Il y avait rien. Et surtout qu'il faut que ça veut dire que il faut... Moi, je vais plus loin. Ayant grandi au Mali, une chose que moi, je me rappelais souvent, c'est que quand tu as été dans un pays où il y a eu un minimum de guerre, tu te rappelles... Quand on a coupé Internet. Et surtout que tu te rappelles... Parce que d'ailleurs, les Ivoiriens, moi, je sais que ma ménagère, son premier réflexe, c'est de me dire, il y a peut-être un problème avec le président... Oui, parce que c'est vrai qu'on a aussi connu ça. Les gens, leur premier réflexe, beaucoup d'Ivoiriens, vraiment objectivement, c'était il y a un problème, il y a peut-être un coup d'État. Avant de se dire que Internet était coupé, ils se sont dit ça a été coupé. C'est pour te dire dans l'environnement dans lequel on vit. Et là où tu as raison, c'est que, comme tu as dit tout à l'heure, les câbles qu'on a ne nous appartiennent pas. Donc en fait, essaye d'imaginer demain. Moi, je rappelle toujours aux gens, et c'est pas une blague, il y a encore des députés américains qui disent aujourd'hui, pour les élections américaines, qu'il faut recoloniser l'Afrique. Petite pause. Alors, je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes des gens ambitieux. Et on aime les gens ambitieux. Et je pense que vous savez l'importance de l'entourage. On en a parlé sur tous les formats.
Mais souvent, on vous parle du groupe Telegram, je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est juste un groupe WhatsApp comme un autre. Pourquoi payer pour rejoindre un groupe WhatsApp avec des gens que vous ne connaissez pas? Déjà, un truc qui est important pour moi à saisir, c'est que bien sûr, il y a accès à Cahier à moi. Et c'est pas un groupe WhatsApp où genre on vient une fois toutes les semaines. Tous les jours quasiment on y est, on discute, on échange avec les gens et pas que sur le podcast. Et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe. Donc vous allez voir, dans ce groupe, il y a plusieurs channels. Donc le plus évident, évidemment, c'est le channel Le Podcast où il y a les feedbacks, les extraits, les avis des gens et les discussions autour du podcast. Ça, c'est évident. Mais le channel dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le quartier, qui est le channel le plus actif et le plus dynamique où, en fait, on parle de l'actualité en temps réel. Et tout le monde apporte sa vision. Et vous allez être surpris, vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants. Vous allez avoir des experts des cultures mèmes qui vous mettront des mèmes de haut niveau avec des personnes qui, en fait, ne savent même pas qu'est-ce que veut dire un mot en Uchi, comme moi. Donc, il y a un peu de tout. On apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse. Et quand vous sortez du quartier, là je vous ai sorti le quartier, vous verrez, il y a le book club, il y a pas mal d'autres choses, les side missions, il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire, notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence. Et c'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir. Et quand on pense à tout ça, franchement les gens, 150 €, c'est pas grand-chose. Vous-même, vous savez. Si on vous dit que pour 100 000, vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier Congossa autour de Emma Loès, est-ce que c'est pas intéressant? Vous-même, faut voir. Ça vaut le coup. Et surtout, ce que je pense qui est important, c'est que vous ne vous préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement. La question, c'est est-ce que pour 100 000, si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kali et à moi, de ce que vous pensez de l'actualité, de ce que vous voulez, est-ce que ça vaut pas le coup? Je pense que oui. Donc, vous cliquez dans le lien, vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram. C'est pas genre un hypothétique improbable. Et si les gars veulent le faire, comme tu décris, s'ils coupent Internet en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on va faire? Mais d'ailleurs, tu m'avais raconté une anecdote. Je pense que tu m'avais dit que tu avais discuté avec quelqu'un qui est des services secrets. Des services secrets, ouais, en France, c'est vrai. Tu avais confié que dans leur cas d'école. Oui, on colonise un pays africain. Non, colonie, non. Mais tu avais dit prendre en main toutes les institutions, tous les centres de décision. Ouais, c'est en 4 heures. En 4 heures, sans perdre un seul homme et sans même déployer quelqu'un. En 4 heures. C'était le Nigeria. Ouais, c'est ça. Vous avez dit sur le Nigeria, 4 heures. Non, parce qu'en fait, ils en foutaient. Non, mais... à se battre. Non, en fait, ce qui est terrible, c'est que... Mais entre la cybersécurité, d'ailleurs, il faudra qu'on en parle un jour. C'est les cyberattaques, ils peuvent te bloquer tout, quoi. Mais c'est ce qu'ils avaient expliqué. Ils t'enlèvent Internet comme ça. Et ils avaient dit qu'en fait, la clé des êtres humains, on est devenus des animaux, on est des animaux hyper sociaux. Donc, comme tu as décrit, si tu nous coupes les communications, rien que nos sens, toute notre capacité même à agir est réduite de 80%. Imagine demain, ils viennent, coupent le courant, ils coupent l'Internet et le courant. Franchement, qu'est-ce qu'on va faire? Au pire, ils ont qu'à prendre du coup les institutions clés, la zone où il y a la diffusion, donc la télé, l'électricité. Ils prennent les institutions clés. On ne sera même pas au courant. Concrètement, on ne sera pas au courant. Mais si on regarde, je dis pas que c'est un modèle à suivre les juntes militaires, mais dans l'histoire récente et passée des coups d'État en Afrique, c'était quoi? Première étape. Coupe Internet. On coupe Internet. Et même avant, première étape, c'est on prend la télévision nationale. Toujours. Parce que c'est l'info. C'est l'info. C'est l'info. Si tu coupes l'info aux êtres humains... C'est qui lie tout le pays. Toute l'information du pays. Et donc, quand ils prenaient ça, et puis ils allument la télé, ils disent maintenant c'est nous au pouvoir. Voilà. Et, puis, et tu vas pas débattre. Parce que pour toi, c'est l'info qui est clé. Ça se trouve, il y a encore des combats qui ont lieu partout. Mais si toi, tu as l'info que c'est terminé, tu vas pas te mobiliser. Et ce qui est terrible, c'est que vraiment, Internet a créé ce truc où, en plus, c'est une info qui est, comme tu dis, quelque part critique dans le sens où tu te sens isolé. Et c'est ça qui est devenu crédible. Avant, je pense, moi j'en ai parlé avec ma mère quand elle a coupé de courant, ma mère était morte de rire parce qu'elle me disait, mais ce que vous décrivez, c'est fou. Elle dit, même moi, je me sens comme ça, mais elle me dit, Moulay, il fut une époque où, pour nous, c'était normal de ne pas savoir quoi dans les autres pays. En fait, elle m'a dit, tu te rends compte que maintenant, ne pas avoir les infos me perturbe, alors que la plus grande partie de sa vie à elle m'a dit, Moulay, nous, on avait la radio. Et dit, la radio, c'était pas toute la journée. Il y avait certaines heures où il y avait des diffusions, mais le reste de la journée, on n'avait pas Internet et pas de téléphone. Mais c'est pour ça que je suis toujours impressionné quand j'entends des histoires d'entrepreneurs des années 20 qui vont à la conquête du monde. Je me dis, mais... Comment ils faisaient?
déjà, juste te projeter. Oui, comment tu fais, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, tu peux dire, moi, j'ai jamais été en Asie, mais je me projette. Ouais. Je sais pas. T'as des images, des trucs. J'ai des images. Je me dis, si je vais là-bas, bon, apparemment, il faut commencer par Singapour, puis je descends. Enfin, tu vois, mais sans information, ce truc, c'était vraiment un autre monde, quoi. Ouais. Et vraiment un autre monde. Et c'est ce qui est terrible, c'est que tu vois, moi, la première chose qui m'est revenue après cette coupure, j'avoue, je l'ai pas dit, c'est que j'ai demandé du coup à ma ménagère à chercher à ce qu'on achète une radio. On n'a pas de radio. Radio à l'ancienne, quoi. Il te faut une radio. Et mon père était mort de rire quand je lui ai dit ça. Il m'a dit, ah ben, t'es pas bête. J'ai dit, mais oui, parce que à un moment, si tu coupes Internet, la seule chose qui restera derrière, c'est les radios. Mais alors, je tiens à préciser que Moulay, toi, tu ferais un super candidat dans Koh-Lanta. Parce que... Pourquoi? Chez Moulay, il y a que des plans. Il y a tous les plans B, en fait. Et en gros, non, mais c'est bien parce qu'en fait, c'est ta capacité à tirer des enseignements assez rapides. Ouais. C'est-à-dire que tu as ton gros truc là qui te permet de brancher de charger mon ordi, mon ordi et tout. Pendant 7 heures, s'il n'y a pas de courant. Ouais. Alors, pour moi, le top du top, c'est ton ventilateur qui n'a pas besoin de courant. Oui, ça, oui. D'ailleurs, j'ai suivi le lien. Tu as dit, tu autorises aucune coupure de courant à gâter ton sommeil. Exactement. Ventilateur qui marche sans courant, très important. Je crois que tu as des trucs d'eau. Oui, j'ai une barrique d'eau chez moi, toujours. Toujours une barrique d'eau. Toujours prête. Et donc là, tu viens d'ajouter, s'il n'y a pas Internet, j'ai ma radio. Voilà. Non, mais il faut. Et c'est terrible parce que, en fait, c'est juste des trucs qui... Et vraiment, c'est l'enseignement que t'en tires parce que... Et ce qui est intéressant, c'est que j'en ai reparlé avec ma mère et mon père. Et ce que j'aime beaucoup de ces époques, et c'est pour ça que j'aimerais que cet épisode, les gens prennent un peu de temps. C'est pas juste drôle, c'est juste... Prenez un peu de temps pour vous projeter dans une vie, dans des situations pas forcément extrêmes, mais moins confortables. Moins confortable. Et je pense que ça va aider les gens à aussi remettre beaucoup de choses dans le contexte. Par exemple, ma mère, moi, j'étais super content. Je lui ai dit, franchement, c'est des moments comme ça où je suis content que tu es dans le pays. Ma mère est dans le même pays que moi avec ma sœur. Ça fait qu'en vrai, tu vois, je lui ai dit, écoute, là, comment Poutine est en train de parler de shooter la France, tu vois, à ce moment T de l'histoire, quand il n'y avait plus d'Internet, je m'en foutais un peu de la pointe. Je lui ai dit, bon, mon père est quand même là-bas, ça la fout un peu mal. Mais tu vois, tu te rends compte qu'il y a des choses qu'on prend pour acquis. Tu vois, par exemple, je sais que toi, t'en as même parlé, là, comme toi, t'as eu, effectivement, tes décès et que t'es allé au Congo. Ça crée, en fait, tu te rends compte, il y a des choses qu'on prend pour acquis. Parce qu'en fait, je pense qu'essaie d'imaginer, si t'avais pas Internet, pas de téléphone, je pense que t'aurais pas forcément vécu aussi loin de ta mère. Oui, non, oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Même toi, t'aurais conçu peut-être différemment ton environnement. Mais en fait, comme aujourd'hui, on a plein de facilités, il y a des choses qu'on prend pour acquis et qui font qu'on se construit en se disant, oh, mais on peut compenser comme ça. Et qui en fait n'ont pas la même qualité. Mais l'un des plus gros game changers par rapport aux exemples que tu prends, c'est vraiment WhatsApp, je trouve. Oui, c'est WhatsApp. Et c'est là où tu te rends compte. Et tu rajoutes, quand ils ont rajouté l'option vidéo. Non, c'est foutu. T'as l'impression d'être d'être là. Mais en fait, tu te rends compte que forcément, effectivement, dans des circonstances un peu plus tristes, tu te poses des questions et tu te dis, j'en parlais même avec mes frères, je dis, en gros, ces outils-là te permettent de, j'irai pas jusqu'à utiliser le terme prendre des nouvelles. En fait, non. C'est en gros savoir si la personne est là. C'est ça? Oui. Mais en fait, est-ce que la personne va bien? C'est que quand là que tu le sais. Que vous allez le savoir. Donc, prendre du temps ensemble, c'est comme tu dis, je pense que l'aspect qualitatif demande plus d'efforts et demandera toujours plus d'efforts. Et c'est ça qui est important. Si c'est simple, si c'est très simple, si vous dites moi je prends facilement des nouvelles de mon entourage et tout, c'est que c'est rarement de la qualité. Et c'est exactement le point que je voulais amener, c'est que, et je pense que je vais te donner un autre exemple qui est plus violent pour les gens, mais qui est forcément lié à Internet, c'est ce truc, bon, moi, maintenant, qui commence à m'irriter un peu, mais bon, c'est parce que je pense que je n'avais pas réalisé avant. C'est ce mythe qu'ont les gens de dire, je veux vivre entre deux pays. Oui, si, t'en as déjà un peu parlé, ça. Et maintenant, en fait, surtout avec des trucs comme ça, moi, ça me fait, en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont en train de se faire amener. Ça, c'est des mythes modernes. Ah, mais moi, bon, je t'avoue que la saison des pluies en Afrique, non, c'est chaud. En fait, franchement, saison des pluies en Afrique et hiver en Europe. Oui, si je peux les éviter. Non, mais ça, c'est pas la même chose. Là, tu migres. Ça a toujours été dans la vie des êtres humains. D'accord. Les êtres humains ont toujours dit, si ici, là, ça chauffe, on bouge pendant cette période là-bas. Les animaux même le font avant nous. Migrer, ce n'est pas ce que les gens décrivent qui est avoir un appartement à Paris, un appartement à Abidjan et tous les mois, j'alterne. C'est un niveau de coût et surtout pour moi de destruction de qualité de vie que les gens, je pense... En fait, c'est que dans des années, je vous garantis dans quelques années, il y aura des études qui montreront que les gens qui ont fait ça
ont une qualité de vie inférieure à ceux qui ont eu un truc simple. Entretenir des longues relations est beaucoup plus dur comme ça. Et si, ce que toutes les études ont montré jusqu'à maintenant, les gens qui vivent le plus longtemps, c'est pas ceux qui ont le plus d'argent. Ouais. C'est pas ceux qui ont les conditions de vie les plus faciles. C'est pas vrai. Ceux qui vivent le plus longtemps en meilleure santé, c'est ceux qui ont les meilleures relations sociales et l'environnement le plus stable. Mais c'est dingue que tu parles de ça. Il y a un documentaire sur Netflix, justement. Ah bon? Qui à chaque épisode te montre des communautés. Blue Zone? Ouais, c'est ça. Mais c'est le nom du livre dont je te parlais. Ça. Ah, ok. Ben, donc, ils ont fait un documentaire Netflix? Ouais, ils ont fait un documentaire. Donc, on te montre les zones du monde, effectivement, où les gens vivent le plus longtemps et on t'explique quel est le point commun. Et un truc qui m'a montré que... Sérieux? Je me suis dit, là, je suis foutu. C'est quoi? Ils te disent que les gens qui vivent le plus longtemps, en général, ils ont 4-5 personnes avec qui ils interagissent pendant toute leur vie. Toute leur vie, exactement. Tu vois, ça va pas plus loin. Exactement. Donc, tu vois, en fait, à quel point quand on dit l'être humain, il peut être toxique, c'est... il peut te coûter 15 ans de ta vie, en fait. Exactement. Tu vois, à petit feu. À petit feu te tuer. Et du coup, je pense qu'on en parle nulle part. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le danger de notre situation, comme on a, comme tu dis, WhatsApp, on a les avions qui coûtent pas si cher. En fait, on a pris la facilité comme étant la normalité. C'est pas parce que quelque chose est facile que ça doit être ce que tu dois faire. C'est pas parce que on peut vivre partout qu'on doit vivre partout. Même si moi, j'avais tout l'argent du monde, je donne beaucoup de place maintenant à la régularité, la stabilité, à la régularité, la fréquence des choses que tu fais qui te mettent bien. Et il y a des choses, des fois, qui sont importantes que tu vois, vraiment, comme je t'ai dit, me battre pour que ma famille soit là. Au début, même mon meilleur pote, Kader, du coup, mon associé, il comprenait pas pourquoi j'en faisais un truc aussi ouf. Je lui ai dit, Kader, je suis pas le gars qui prend des nouvelles de ma famille facilement. Je suis pas un gars qui prend des nouvelles de qui que ce soit d'ailleurs. Mais je sais reconnaître qu'une grosse partie de mon équilibre, et surtout dans le futur, va être d'être proche de ces gens-là. Donc ça valait le coup que je me batte pour que ma sœur vienne trouver un boulot ici, son copain aussi a trouvé un boulot ici, etc. Parce que je pense que c'est des choses qui sont difficiles. Ça a été dur pour ma mère, par exemple, de quitter la France, qui était tout ce qu'elle connaissait à part le Mali, pour venir dans un pays qu'elle connaît pas. Juste parce que j'ai insisté comme un malade. On s'est embrouillé, j'ai dû la menacer, c'était horrible. Mais aujourd'hui, quand je regarde, c'est peut-être une des choses les plus précieuses que j'ai. Parce que je sais que... Bon, et qu'elle a aussi, j'espère. Parce que Qui ça? Quand tu dis une des choses les plus précieuses que tu as. Oui, j'imagine pour elle. Non, mais oui, je sais, mais je pense que, en fait, c'est ce qui est terrible, c'est que elle, c'était plus, je veux dire, le problème de ces choses-là, c'est que c'est des choses qui, quand on est jeune, on les néglige. Tu vois, c'est un peu comme tu dis quand je suis obsédé par les plans B. C'est parce que je suis obsédé par à quoi va ressembler la fin de ma vie. Comme je pense souvent à mourir, c'est ce qui m'amène forcément à penser à ces choses-là. Or, la plupart des gens, quand ces choses-là arrivent, ils se disent juste, ah, vivement que ça n'arrive plus. Alors que moi, mon réflexe, c'est sûr que ça va arriver encore. Aussi sûr que tu vas mourir, il est sûr qu'il y a des moments dans ta vie où tu auras besoin. Tu vois, là, pareil, je me suis pété la jambe, j'avoue, on n'en a pas parlé, mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu... genre... c'est vrai qu'on était censé en parler. Petit accident de moto. Vu que c'est un épisode fleuve, un petit accident de moto, on a eu peur quand même. Ouais, fracture du péroné, donc c'est un peu chaud quand même. Mais ça, tu vois, c'est pareil. C'est un truc qui... J'étais hyper content de pouvoir avoir la copine que j'ai, qui est quelqu'un qui a pu tout régler quasiment pour moi, sans que j'ai vraiment limite à m'inquiéter, qui a pu gérer autant me voir en train de saigner et me transporter dans sa voiture que être en train de gérer les gens à l'hôpital qui, quand je leur disais j'ai chaud, disaient non, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Ah oui, des classiques. Tu vois, en fait, et ça, c'est terrible parce que même les infirmiers m'ont dit, à un moment, on en parlait devant elle, ils disaient, mais vous avez de la chance, hein, votre femme est là, nan. Alors qu'il y a quelques mois, j'aurais été un célibataire, ça aurait pas été la même chose. Ma vie aurait pas été la même. Mes amis ont aussi des familles. Et eux aussi ont des sujets comme ça. Et je me rends compte que, pareil, ma mère, elle s'est mobilisée en mode, non, mais si tu veux, je viens tous les jours chez toi. J'ai dit, ok, merci, j'apprécie. Mais on a la chance que tu puisses même avoir ce choix-là. Si jamais j'ai eu mon accident de moto et que j'étais comme... Parce que moi, je suis le genre d'imbécile qui aurait pu aller dire, demain, je vais vivre en Afrique du Sud. J'ai toujours kiffé le pays. Je me suis dit, vas-y, j'y vais. Avec personne. Mais si j'avais fait ça, j'aurais pas mon meilleur ami Kader, j'aurais pas la copine que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas ma mère. Donc en fait, ce que je veux que les gens comprennent, c'est quand Internet s'est coupé, j'ai pu apprécier tout ça. Oui. Qu'est-ce que tu as autour de toi? C'est bon, je suis safe, je suis dans une bonne zone. Ouais. Après, c'est...
je pense que, parce que certains vont se dire, oui, mais toi, tu as eu l'opportunité de réunir tout ça. Ce que tu veux faire, passer comme message, c'est que même si on n'y arrive pas, est-ce que tu as ça en projet, quoi? Exactement. C'est ça. Et tu as tout compris. Parce que moi, c'était mon projet quand je suis venu en Côte d'Ivoire. Ce que les gens voient aujourd'hui de ma vie en 2024, ça s'est décidé en 2018. Quand je suis venu ici, quand j'ai ferraillé pour que ma mère vienne en 2020, après le Covid, c'était un combat. Pour que ma sœur vienne, c'était un combat. Ils ont pris des risques. Et c'est pas un truc qui s'est fait en 1 an, ni en 2. Mais j'encourage vraiment les gens à se poser ces questions-là. Genre, qu'est-ce qui fera que ta vie sera de meilleure qualité et qui aujourd'hui demande peu d'efforts? Mais qu'est-ce qui demain, tu pourras mettre plus d'efforts dedans? Parce que c'est ça le problème. Quand tu dis aujourd'hui ça pour peu d'efforts, c'est quand même des efforts, hein, d'expliquer ça à ton entourage. Parce que chacun, en fait, ça a beau être ta famille, tes proches. Chacun ses priorités. Des individus, voilà. Chacun a ses priorités, tu vois. Parfois, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Exactement. Là-bas. Mais Dieu seul sait. C'est que, voilà. Donc, du coup, tu vois, tu vas avoir aussi une partie des gens qui vont te dire, Moulay, moi, je suis plutôt de la team. Mon proche, il a une vision. Je le soutiens. Tu vois, peut-être que sa vision, c'est d'aller en Afrique du Sud. Je vais le soutenir. Amen. Mais ça ne t'empêche pas, de manière bienveillante, de faire ton travail de fond. Exactement. En disant, ouais, mais ce serait quand même bien qu'on revive tous dans la même ville, etc. Exactement. Parce que c'est ta conviction. Mais ça ne peut pas être un poids que tu mets sur... Non. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est que... Mais après, pour le faire, il faut aussi que toi, tu montes la voie. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que toi aussi, tu aies une vie comme ça. Si toi-même, tu voyages tous les 4 matins et tu changes de pays, genre, je vois des gens qui, limite, tous les 2 ans, ils veulent changer de pays où ils vivent. Tu peux pas construire quelque chose de durable comme ça. Et c'est dangereux, en fait, vraiment. Et je sais que là, il y a ma team luxure du voyage qui va dire que j'attaque encore le truc. mais si jamais tes plus grands plaisirs, c'est pareil, sont des choses qui ne sont pas là. Après, ça dépend de l'âge que tu as aussi, Moulay. Ça dépend de beaucoup de choses. Ah non, je suis d'accord. Mais attention, je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut avoir maintenant. Mais c'est comme j'ai dit, on revient sur le truc dont on parle très souvent dans le podcast, c'est le plan. En fait, ce que je dis aux gens, c'est planifier pas en comptant toujours sur les choses qui vous paraissent faciles. Parce que les gens planifient, en fait, le côté je veux vivre dans 2 pays dans le monde. Mais c'est pas facile. Les gens le voient facilité parce qu'ils se disent, je peux prendre tel avion, j'ai telle facilité pour moi demain. Si le Covid nous réarrive, ou que pire, il y a une guerre mondiale demain, les pays vont être fermés, hein. Oui, d'accord, mais s'il y a une guerre mondiale demain, il y a beaucoup de problèmes qui vont arriver là. Je suis d'accord, mais les problèmes centraux, moi ce que j'appelle tes bases centrales, des choses que tu anticipes qui sont difficiles à voir. Oui, mais comment tu vas anticiper Covid? Toi qui voyages, tu aurais pu te retrouver en Chine pendant Covid. Hein? Je t'avais prévu d'aller en Thaïlande, hein, je te rappelle. Tu vois, donc tu aurais pu être en Thaïlande. Ah non, mais après, qu'est-ce que tu appelles chez toi? Comment tu construis le chez toi? Et tu vois, le même point que ont les gens, c'est des fois les gens sont dans des situations où chez eux, ils sont pas à l'aise. Ce qui est leur situation actuelle ne leur convainc pas. Et donc, c'est ce qui les pousse à l'action. Et ça, c'est très bien. Mais il faut qu'ils construisent un chez eux qui n'est pas le fruit uniquement de facilité et de confort. Il faut que ce soit des choses plus durables. Mais tu sais, ça me fait penser à une réflexion que j'ai beaucoup en ce moment. C'est justement la définition du chez-soi. Exact. Que tu construis pas forcément seul, justement. Exactement. Parce que ça construit finalement, c'est ta famille. Et finalement, le chez-soi, c'est pas parce que tu vis en Côte d'Ivoire que tu vas définir le chez-toi comme tu es en Côte d'Ivoire. Tu peux décider que voilà, chez toi, c'est un peu de Côte d'Ivoire. Un peu de Mali. Un peu de Mali. Tu vois, tu vas comme ça. Chez nous, on va respecter tel. Tu vois, un peu comme ce que disait Youssouf. Tu mets un peu. Tu construis avec ton vécu, avec le vécu de ta compagne, etc. Et tu construis, en fait, finalement. L'espace dans lequel tu te sens à l'aise. Et une fois que tu as construit ça, je trouve que le voyage devient un peu anecdotique finalement. Exactement. Parce que tu voyages. T'as tout compris. Mais finalement, ce que vous avez créé, en fait, votre vision de chose est tellement la même que finalement, tu restes quand même dans une sorte de confort. Et c'est ça que je souhaite aux gens. Si tu as prévu tu vois, de développer ta famille dans un environnement de curiosité, tu vois, ça va pas me choquer qu'à un moment donné, tu dis, écoutez, mais on va vivre. Oui. Bon,
Afrique du Sud, je te déconseille. Ouais, mais c'était mon coin à la base. Avant qu'ils aient des problèmes récemment, mais c'était mon coin. Que tu choisisses un pays, tu vois. Moi, après, t'es aussi le fruit de ton vécu. Moi, ayant bougé beaucoup, j'ai le sentiment aujourd'hui que ma plus grande force, c'est que je prends très rapidement l'état d'esprit des interlocuteurs que j'ai. Limite, j'arrive à identifier le type de background qu'ils ont. Ouais. Tu vois. Mais ça, c'est le fait d'avoir été dans différents environnements. Tu vois. Et donc, je me dis que c'est un pour avantage. mes enfants... mais t'aimerais qu'ils aient ça. Mais est-ce que la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de le faire comme ça que de bouger? Et surtout, le plus important pour... Je sais pas. Peut-être, mais je ne la connais pas. Et forcément, c'est pas ce que j'ai connu. Voilà, il faut que tu cherches. Il faut chercher. Mais en même temps, moi-même, d'un point personnel, par exemple, j'aime... on sait tous comment j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire, mais tu vois, il ne faudra pas être choqué. Que tu bouges un jour. Oui, que je bouge. Parce que, tu vois, j'aime beaucoup le continent africain et aussi, pour une raison, alors peut-être qu'il faudrait que je consulte pour savoir pourquoi, mais quelque part, je sais que j'aimerais à nouveau repartir un jour dans un environnement où personne ne connaît. Tu veux reconstruire. Reconstruire et en fait reset un peu. Reset le type de mentalité que j'ai en face. Bien sûr. Je suis très fan des nouvelles cultures, mais tu me diras peut-être que en avançant dans l'âge, je me dirais que mais ça peut être juste un long voyage. Tu vois, il y a plein de façons de faire. Forcément y habiter, tu vois. Mais il faut trouver son. Non, et pour revenir à. J'espère qu'on nous a pas perdu. Non, on nous a perdu là, parce qu'on part dans des. Non, mais on part dans une fin du monde. Là, on est vraiment dans épisode fin du monde. C'est ça. T'as déjà la miniature. Delvic, il faut une miniature. Qui tue. Mais en fait, ce qui est intéressant, pourquoi moi je dis ça, c'est ce que tu décris est très vrai. Mais en tout cas, tout ce que tu décris, c'est tu y penses avant. Et tu mets les choses en place. Parce que moi, ce qui m'inquiète dans la génération dans laquelle on est, c'est comme les choses sont faciles, les gens ont tendance à prendre les décisions trop rapidement. Et à pas assez planifier sur des données immuables plus que sur des plaisirs passagers. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais je comprends, mais tu vois... Bon, en après, on est toujours dans le sujet où tu m'expliques ton parti pris et moi, je suis un gars de nuance. C'est ça. Mais d'un autre côté, on reproche également à la génération de prendre trop de temps pour agir. Tu vois? Qui leur reproche ça? Mais en tout cas, pour agir sur les choses concrètes. Ouais, peut-être. Ça, c'est vrai. Non, ça, d'accord. On leur dit toujours, mais allez-y. Prends pas de temps. Oui. Mais en fait, après, comme tu dis, c'est une question de temps. Moi, je pense que comme tu dis, là, on est tous les deux commencé à être des vieux, on approche de la quarantaine. C'est un moment, moi, je parle comme un vieux de la quarantaine. C'est parce que ce que j'ai foutu à 25 ans a permis de faire ça. Tu sais, de 22 à 25, j'ai fait les 4 coins du monde. Donc oui, forcément, j'ai cette perspective. Mais ce que je souhaite aux gens, c'est si c'est quelque chose qui est important pour découvrir, faites-le vite. Mais ne perdez pas de vue, c'est quoi le long terme. En fait, oui. En fait, c'est ça mon danger, c'est que je pense qu'on ne parle pas assez du long terme, tout comme on ne parle pas assez du mauvais cas. Tu vois, de la même façon dont les gens font pas de testament, c'est la même chose pour moi, en fait. Il faut imaginer le mauvais terme, il faut imaginer le jour où, oui, ça se trouve, ma jambe aurait pu être cassée et être handicapée. J'aurais pu être à vie handicapé dans cette histoire. Si c'était pas mes protections, j'aurais pu être paraplégique. Enfin, les gens ne réfléchissent pas à ces trucs-là. Et c'est ce qui fait après, effectivement, toutes les grandes décisions. Ouais, justement, ça me fait penser au mastermind. Oui. J'ai assisté de la tribu SOA, exactement. Oui, donc, dans la tribu SOA, vous avez des masterminds, donc une initiative de Ariel qui a lancé cette initiative et chaque semaine, je crois que les membres de la tribe se retrouvent auprès de sujets très très pointus et donc moi j'ai assisté à celui-ci sur la gestion du patrimoine et c'est vrai que Anaïs qui était l'intervenante a pas mal insisté sur le sujet des imprévus. Exact. Et il y avait un quiz, je vais te le faire. Selon toi, la question c'était de savoir sur, quelle est la stat de personnes qui ont à un moment donné plus de 3 mois d'invalidité de travail. Est-ce que c'est 1 sur 5, 1 sur 10, 1 sur 30 ou 1 sur... Dans l'histoire de leur vie? Toute leur vie? Je dirais 20% des gens. 20%. La stat, c'était 1 sur 30. 1 sur 30. Donc ça fait beaucoup moins. 1 sur 30, ça fait 3%. Non, excuse-moi, c'était 30%.
si je dis pas de bêtises. 30%, là, c'est plus de ce que je disais. Voilà. Mais alors, pourquoi c'est ça? C'est qu'en fait, après, elle t'explique qu'est-ce que ça veut dire invalidité. Invalidité, c'est pas que la jambe. Non, c'est aussi le stress. Le stress. Il y a des gens qui n'arrivent plus à travailler à cause du stress. Burnout, dépression. Dépression, etc. Et donc, effectivement, est-ce que tu peux vivre une année sans avoir ça? Sans avoir ça. Bon, ça, c'est une chose. Mais c'est surtout, si t'arrive ça, est-ce que tu peux vivre sans ton revenu? Est-ce que tu es dans un environnement professionnel qui te permet de supporter ça. De supporter ça. Et familial. Parce que si ça t'arrive à toi ou si ça t'arrive, tu dois pouvoir gérer. Ouais. Donc voilà. Donc effectivement, c'est un vrai mindset que toi tu as depuis longtemps d'imaginer parfois le pire. Et c'est vrai que les gens vont avoir tendance à rigoler de ce truc-là. Mais là, je fais qu'à un moment donné, tu prends forcément ça au sérieux. C'est ça, ouais. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est juste les événements, des fois, te ramènent. En fait, ce que je pense, c'est beaucoup d'empathie. Moi, ça m'est venu parce qu'on parlait, de coupure de courant. Tu vois, et c'est coupure d'Internet. Ouais. Et donc, tout ça revient, ouais. Et, mais d'ailleurs, Gary Vee, il dit aussi un truc, sur, pour revenir sur ce que tu disais sur la temporalité. C'est-à-dire, il y a un moment pour tester les choses, puis il y a un moment où tu as ton plan final. Exactement. Mais il y a des gens qui vont te dire, mais moi, mon plan final, je le connais pas. Et donc, ce qu'il va dire, c'est que... Il faut que tu testes maintenant. Il faut que tu te dépêches. De 20 à 30, teste des choses. Non, il faut faire vite. Et forcément, dans tes tests, tu finiras par trouver où est-ce que tu te sens chez toi, où est-ce que tu sens cette sérénité, C'est intéressant parce que ce que tu décris là, c'est ce que Gary Vee disait effectivement. Les gens qui ont ce truc de je ne sais pas, c'est parce qu'ils sont restés trop longtemps dans le confort. Oui, tu es resté dans un truc que tu pensais connaître. Et tu es dans un confort qui était désagréable. Ouais. Parce que le plus dur, c'est ça. Et je sais plus, je crois que c'est Nassim Taleb qui disait que les êtres humains, ce qui distingue ceux qui réussissent d'une quelconque façon dans leur vie, c'est ceux qui sont plus capables de se sortir du confort parce qu'ils savent que ce n'est pas agréable. En fait, le problème du confort, c'est que par définition, c'est quelque chose que tu connais. Même si c'est désagréable, au moins tu le maîtrises. Ouais. Mais prendre le risque d'être dans quelque chose que tu ne maîtrises pas et qui peut être tout aussi déconfortable, ce n'est que parce que tu as un minimum de foi. Et d'ailleurs, c'était pour ça que les religions existaient au départ. C'était pour que les gens aient la foi, un minimum, et tentent les choses dans un cadre. Et c'est vrai que on va tous tomber malades. On va tous mourir. À un moment, ce que j'aime bien rappeler, et c'est vrai que c'est un truc qui m'a intéressé. Est-ce que toi, tu t'es posé la question, et c'est une question que j'aimerais te poser toi, du coup, c'est pour finir cet épisode, c'est si demain, il n'y a plus Internet, tu ferais quoi comme métier? Waouh. Si il y a plus, genre ça n'existe plus, on peut plus faire Internet. Si t'as fait Internet là, c'est terminé. Toi, tu fais quoi? Là, comme ça, chose que je vois, c'est vraiment ce qui me passionne et que j'observe de loin, et j'espère de plus en plus près, c'est vraiment le secteur de l'éducation. L'éducation? Ouais. Ah, tu ferais prof, genre? Je sais pas si prof, je pense que peut-être ce serait plus propriétaire d'école. Tu créerais une école, tu ferais l'éducation. Différentes écoles, ouais, parce qu'en fait, ça me fascine comment à âge égal, deux enfants dans un environnement juste à peine différent ont des destins tellement... Ouf, tellement, tu vois, croisés, etc. Et du coup, ça me fait quand même, ça me fait très mal de savoir qu'il y a des jeunes qui intellectuellement, intrinsèquement, pourraient, ou ont des capacités. Voilà, mais n'ont pas des capacités, mais n'ont pas le terreau, n'ont pas l'éducation qui va avec. C'est ça me frappe, et je lis pas mal sur le sujet, sur l'école publique, l'école privée. Même d'ailleurs, dans la tribe, je challenge pas mal. Ouais, c'est vrai que tu parles souvent. Sur les sujets, école internationale, comment est-ce que tu définis finalement une bonne éducation scolaire? Exact. Tu vois? Ouais, c'est vrai comment est-ce que tu fais aussi quand tu es en Afrique, si tu es dans une éducation, si tu es dans une école internationale, est-ce que finalement tu n'es pas dans une bulle? Pourquoi est-ce qu'il y a des écoles publiques qui produisent des super élèves, alors que non, t'en avais parlé, et d'autres non, alors que là, pour le coup, ils sont censés être sur le même système. S'il y a des problèmes de paiement de profs, ils doivent tous les avoir. Voilà. Donc,
tu vois, c'est tout ça que je comprends. Et donc, je me dis, c'est sûrement lié à la vision du proviseur. La qualité des professeurs. Il y a beaucoup de sujets sur l'école catholique qui plaît énormément. Pas qu'en Afrique, d'ailleurs. Ah oui, mais même les musulmans, on voyait... C'est pour ça que les musulmans ont commencé à mettre beaucoup plus maintenant d'écoles coraniques un peu plus ouvertes. Ouais. Parce que l'école catholique a eu une très, très bonne presse en termes d'éducation, au-delà de... on va dire de la transmission religieuse, au-delà de la théologie, il y a vraiment... Et c'est intéressant que tu dis ça, parce que, tu vois, les gens se demandent des fois peut-être dans la tribe Telegram, qu'est-ce qu'on fait dans le groupe Telegram. Mais c'est des trucs dont on parle dans le groupe Telegram. Oui, c'est des débats qu'on a, et chacun donne son avis, et c'est super intéressant. Il y a des vrais retours, des gens qui te disent, moi j'ai fait 100% d'école publique, et parmi mes potes, il y en a qui ont fait Harvard, etc. Exact. Ouais. Et donc, mais quand tu creuses, tu vois que cette école publique, elle est particulière, elle a une histoire. Donc, c'est creuser ça, et je m'intéresse aussi de plus en plus justement à comprendre l'entrepreneuriat dans l'éducation. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que on n'en parle pas beaucoup dans les possibilités d'investissement. Pour créer des écoles, créer des écoles pour les gens qui veulent entreprendre tout en ayant un impact. Ça peut être rentable. J'ai pas les chiffres, je veux pas faire l'expert. J'avoue. Mais peut-être aussi étant maintenant un peu plus au fait des tarifs que font les écoles. Tu commences à te dire. Je me dis, mais dans cette affaire, quand je multiplie par le nombre d'élèves, c'est pas mauvais. Dis, mais et donc j'en parlais une fois à un collaborateur, il me dit, mais vous savez, monsieur Kay, l'oncle tel, il a 4 écoles à Abidjan. Je dis, ouais, mais en fait, il y a des gens qui... Il y a de l'argent dedans. Tu vois, mais en même temps, tu as la possibilité d'avoir un impact sur cette jeunesse, quoi. Ça, c'est dingue. Et c'est vraiment ce dont on a imposé. Donc ça me fascine. J'ai toujours été fasciné. Alors, je me dis encore plus s'il n'y avait pas le digital, par tout ce qui est lieu, type soit resto-bar ou... t'aurais créé ton petit coin de rendez-vous, le réseau, le coin des cahiers. Voilà, c'est ça. Plus des lieux de rencontre, tu vois, se battre pour que ça soit vraiment le lieu où les gens veulent venir rencontrer, tu vois. Donc, en gros, c'est toujours dans cet esprit, si tu veux, ça aurait été le réseau social, mais sans le connecteur. Toi, t'as toujours été le connecteur. Ça, c'est... Tu vois, parce qu'en fait, finalement, je me rends compte que là, la réponse que je te donne, c'est déjà ce que je faisais quand... Enfin, j'allais dire quand il n'y avait pas Internet. Non, il y avait à peine Internet. Ouais. Avant les réseaux sociaux. Tu faisais ça? C'est ce que je faisais, ouais. C'est ce que je faisais et je m'éclatais énormément là-dedans. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, oui. Mais ça correspond aussi à ta mission, à toi de vie où vraiment, oui, toi, tu aimes connecter les gens et tu aimes transmettre. Ça peut pas changer. Ça peut pas changer. Et je pense que du coup, les gens, c'est intéressant que les gens se disent, en fait, c'est à ça que ça sert d'avoir une mission de vie. Parce que il y a plein de gens, je t'assure, si tu leur poses la question de tu peux plus faire ce métier, quel métier tu fais, ils sont incapables de répondre. Et toi, tu ferais quoi alors? Moi, c'est sûr que, comme je t'ai dit, moi, ma mission, c'est accompagner les gens déviants, les gens différents à exprimer leur potentiel. Donc, où je bosserais pour des entrepreneurs. Tu vois, par exemple, plein de fois, j'ai dit à Maureen de Nawak que si elle voulait, elle pourrait m'embaucher, elle est juste pas assez intéressante. Oui, mais elle est dans le digital aussi, non? Non, mais même un entrepreneur qui vend physiquement. Tu vois, par exemple, là, tout à l'heure, voilà. Même, tu vois, on va en parler avec Axel. Moi, si demain, je bosse avec les agriculteurs. Moi, c'est vraiment la partie aider les gens à faire de l'argent de ce qu'ils savent faire. C'est ça qui me passionne. En vrai... Oui, mais c'est pour ça que ça m'étonne chaque fois quand je te dis je te verrais bien investisseur plus tard, tu dis non. Non, c'est flemme, c'est nul. Bah oui, mais pourtant, ça va. Non, un investisseur ne fait pas ça. Ce que je comprends, un investisseur, il doit décider à qui il donne l'argent, mais il n'aide pas. C'est pas son métier. Un investisseur n'est pas censé t'aider. C'est parce que ceux qui le font, c'est en plus, mais c'est pas le critère de succès. Les meilleurs investisseurs sont pas ceux qui aident le mieux. Ah oui, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça qui fait le succès. Warren Buffett est quelqu'un qui n'a jamais coaché quelqu'un de sa vie, il s'en bat les steaks. Les meilleurs investisseurs sont ceux qui ont la capacité d'allocation. C'est allocation, gestion du risque. C'est ça le métier d'investisseur. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, il faut bien comprendre quel est le métier que tu fais. Il y a des trucs que tu fais dans le métier en plus, mais c'est pas ça le métier. Investisseur, bien sûr que c'est vraiment moi, demain, au milieu d'être investisseur, je vais pas forcément dire non. Mais je sais que ça ne peut pas être ce qui va me faire me lever tous les jours. C'est impossible parce que le succès est de rendre plus d'argent à des gens qui en ont déjà. C'est pas un truc qui me vend du rêve. Moi, par contre, le succès, c'est quand je vois quelqu'un qui faisait tant d'argent. Ou par exemple, tu vois, j'ai beaucoup aimé l'interview de Cheikh Cissé chez Philippe Simo.
d'investir au pays. Ah oui, je ne l'ai pas encore vu. Elle est incroyable. Mais par exemple, moi, bosser avec des athlètes, j'aurais kiffé. Ah ouais, mais ça, j'aurais pu l'ajouter. Mais d'ailleurs, oui, ça, je pense que ça aurait été un truc... archi stylé. Ouais, les talents, en fait, talents... Moi, un gars qui... un athlète, voilà, même un artiste, j'aurais pu être manager, par exemple, d'artiste. Ça, c'est un truc, moi, ça me... Ça, moi, ouais, carrément. Clairement. C'est vraiment un truc qui me... Ça, je peux me lever tous les matins. Si je sais que je bosse avec quelqu'un dont je suis convaincu du talent, ou je suis convaincu de son éthique, plus même le talent, je pense, c'est plus quand tu vois des gens dont tu respectes l'éthique. Parce que c'est ce que je trouve dans le podcast que moi, je trouve le plus agréable, c'est qu'on découvre derrière les résultats, les éthiques des gens. Leurs valeurs, leur travail, Et à chaque fois, c'est toujours un truc, moi, ça me remplit d'énergie. Plus que le résultat final, même, je dirais. C'est même pas l'argent. Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, j'aime dire, paradoxalement, j'aime beaucoup sur les talents que j'ai pu accompagner. Ouais, c'est vrai que t'as fait de la musique, toi, avant. C'est vrai que t'étais aussi la musique. Maintenant, je travaille avec certaines personnes, tout ça, mais bon... Rester connecté. Bientôt. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est de me dire, avec ou sans moi, cette personne va aller très loin. Et je veux juste être dans le voyage parce qu'en fait, cette personne va te porter. Tu sais que quelque part, tu as des compétences, ça va l'aider. Exactement. Mais j'aime bien l'idée aussi, à un moment donné, d'une aventure. C'est porter d'une aventure, d'un truc qui te dépasse. Et enfin, le talent, c'est quand même magnifique, quoi. Ouais. Quand quelqu'un a un talent et qui mobilise grâce à ce talent, c'est top. Et puis manager, tu as des super brainstorming, tu observes ce qu'ont fait les autres. Tu crées des connexions. Tu vois, moi, je pense qu'un truc que moi j'aime bien, c'est faire des deals. C'est mon associé qui a dit toujours que le truc dans lequel je suis le plus doué, contrairement à ce que tout le monde imagine, c'est même pas parler. Ouais, c'est ce que tu disais. C'est pas un c'est les deals. Ouais. Donc, j'aime être un truc où je peux faire converger des intérêts et aider quelqu'un qui aurait, par exemple, fait 10. Voilà. Faire 10, l'aider à faire 100 plutôt que 10. Mais parce qu'il le fait d'une manière, et ça, j'avoue, c'est vraiment le truc qui, et tu vois, et c'est pour ça que même quand Internet, genre demain, tu me dis, il y a une guerre mondiale, moi, spontanément, ça me donne envie parce que je vois des choses à faire même dans cet environnement-là. C'est pas je vais forcément me dire, c'est quand même chaud sur ça. Mais ce que je vais voir, c'est que dans ce nouvel environnement, il y a peut-être plus de place pour l'importance de ces choses-là. Des gens qui ont poussé les choses devant. Là, je pense aussi à un truc. Ouais. Finalement, il y a plusieurs idées. Médias. Moi, toi, t'aurais fait genre un média, mais sans Internet. Genre, t'aurais fait un truc écrit avec... Si tu me dis qu'on est dans un monde sans Internet. T'aurais fait un truc écrit, genre. Non, j'ai pas dit écrit. Si t'as pas Internet, en gros, t'aurais fait une télé. Ça peut être une télé. Ouais, j'avoue. À l'époque où il y avait la télé, quoi. T'aurais fait un média en mode... mais il y avait que ça. Après, ça dépend. La question est différente. Si Internet n'avait jamais existé ou si Internet disparaît. Ah, c'est vrai que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Ah oui, parce que si je te dis une télé dans les années 80, c'était incroyable. Ouais, bien sûr. Donc, effectivement, depuis tout à l'heure, je me dis, je pense à la question en mode années 80, mais si tu me dis là, maintenant, je pense que dans tous les cas, ce qui est vrai, c'est qu'Internet a quand même apporté ça aussi, éducation et divertissement. Du coup, tu aurais fait plus divertissement ou plus éducation comme média, c'est intéressant. Parce que moi, je pense qu'il y a... Comme Patrick Bet-David. Bet-David. Infotainment. Tu vois, valuetainment, comme il dit. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a de la place. Tu vois bien, en fait, comment maintenant les gens ils consomment du contenu qui leur apporte de la valeur. Moi, je trouve que s'il n'y avait pas Internet, il faudrait d'urgence des chaînes faire ça qui parlent purement business, développement personnel, ce genre de choses. C'est vrai. T'as vu comment moi ça m'avait marqué à l'époque le média la femme d'influence. En moins d'un an ils avaient 1 million de personnes qui les suivaient et c'était que c'était empowerment, etc. Bravo à Sarah et Emilia, hein. On vous salue. et donc je suis persuadé qu'il y a de la place pour ça. Non, c'est intéressant, mais c'est vrai que du coup c'est pour ça que je dis souvent aux gens bon, là, on est parti d'un épiphénomène, mais tu vois, je pense qu'il y a de la place pour tous ces épiphénomènes-là. C'est-à-dire que là, il y aura les élections américaines bientôt. Il y aura les élections françaises après. J'encourage les gens à pas attendre. Il y a eu les élections au Sénégal.
qui ont aussi été un épiphénomène. Où on a coupé aussi Internet, d'ailleurs, pour faire le lien avec... Et franchement, et quand on voit comment c'est terminé, c'est quand même beau. Enfin, je sais pas autrement. Et c'est un truc qui m'attire du coup plus vers le Sénégal. Parce que pour un pays qui est aussi traditionnaliste de ce que j'en connais, ils ont quand même une modernité dans leur... une stabilité, une modernité dans leur façon de se gérer qui est je pense que dans notre région, personne n'est à leur niveau. Enfin, c'est quand même fou que les gars se soient retrouvés à faire une élection en même pas un mois. D'ailleurs, recommandez-nous des entrepreneurs du Sénégal que vous voulez voir. Ouais. Mettez-nous en commentaire, parce qu'on aimerait un peu plus ouvrir. On a Sénégal, pas mal de, Guinée, Congo. Vous avez même droit aux Maliens, il y en a. Ouais. On pense beaucoup au Congo aussi. Donc, on s'ouvre de plus en plus dans notre réflexion. Et donc, dites-nous, ce sera intéressant effectivement de comprendre ce que cette année agitée pour les Sénégalais a eu comme impact auprès des entrepreneurs. Ouais. Et puis voilà, après, comment ils voient le futur. Moi, c'est vrai que d'un œil extérieur, j'ai toujours cette on va dire, ce petit frein où je dis attention, on a toujours cette culture dans le continent africain de l'homme providentiel. Ouais. Tu vois, donc le qui plutôt que le quoi. Tu vois, qu'est-ce que qu'il fait, mais en fait c'est juste lui quoi. Ouais. Donc voilà, donc on est souvent sur des votes sanctions. C'est également démocratique. En général, on chasse le vote quelqu'un, conviction. Ouais. Mais le vote de conviction, il doit venir. Mais c'est aussi à ces dirigeants d'être à la hauteur et de susciter peut-être la conviction après. Et ça m'intéresserait beaucoup de discuter un peu avec des entrepreneurs de pays pour voir comment ils ont vécu ça de l'intérieur. Ça doit pas du tout être évident. Nous, on parle d'une coupure d'Internet de 3 jours et on est là à paniquer. Mais là, non, ils ont duré avec des troubles. C'est-à-dire, vous êtes qui sont dans Internet. Il y a les gens dans la rue. Il y a des violences. Tu sais pas trop. C'est pas facile. Mais ce qui était admirable pour eux, c'est que moi, en tout cas, de mon point de vue, j'en ai vu plusieurs qui, du coup, maintenant sont venus à Abidjan. C'est là, Sofatou ouvre son... Ah, ok. Mais tu penses que c'est lié? Moi, de ce que je sais d'eux, oui. D'accord. Parce que pour beaucoup d'entre eux, je leur ai parlé l'année dernière, c'était pas aussi haut dans leur timetable, ces choses-là. Ils ont avancé certaines priorités parce qu'ils se sont rendus compte de l'importance de ne pas compter que sur leur pays. Et j'ai invité tous les entrepreneurs africains, et même, on parle de tout pays, autant j'ai tapé sur Internet en disant que ça a enlevé de la qualité, il faut quand même ces opportunités pour se dire que on a quand même une possibilité maintenant d'aller dans d'autres pays qui est quand même beaucoup plus simple. Et donc là, tu vois, je suis très content. Hélène Sisters of Africa a son showroom. Le showroom de Sofatou va aussi ouvrir. Donc, je suis très, 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 très content qu'elles aient pu faire ces pas-là. Et c'est vrai que dans le podcast, on va les recevoir à tour de rôle. On va en parler dans le podcast des Anka. Mais même au-delà des créatifs, je pense que vraiment, il y a vraiment de la place pour que beaucoup de gens prennent ces opportunités-là pour se dire, OK, en fait, OK, le monde est ouvert. Tu peux aller ailleurs. Mais il faut essayer quand même de planter des racines. Moi, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est cultiver quand même votre vie. Faut pas que semer des graines un peu partout et puis après, salut, au revoir. Parce que ça demande de l'entretien, des relations, Moi, là, je suis content quand même. Tu vois, même la formation qu'on a fait s'installer en Côte d'Ivoire, c'est quand même le fruit de beaucoup de culture et de travail qu'on a fait là. On est content d'en distribuer à plein d'autres gens. Mais je pense vraiment que alors, on appelle ça les Black Swan, hein, comme ils appellent ça. Nathalie Nokatabel appelle ça les événements imprévisibles. On en aura encore beaucoup dans notre vie. Bien sûr. Donc, si on peut prendre ce moment-là à notre petite échelle, les entrepreneurs je t'ai dit, même ceux qui n'avaient pas Internet dans leur métier étaient quand même un peu paniqués. Hein. Même les restaurateurs, il y en a plein qui étaient... mais même, je crois que pour retirer des sous, c'était compliqué à un Exactement. moment donné. Non, tout le monde était en PLS. Tu dois payer, Internet est partout. Ouais. Et j'aurais dit, je sais plus avec qui je parlais l'autre jour, je disais, mais imagine maintenant c'était le courant à la place. Elle m'a dit, non, imagine pas ça. Je dis, mais il est possible qu'un jour on a un problème ou pendant 2 semaines, il n'y a pas de courant. Ouais, bon. Et non, mais, je veux dire, d'accord, mais tu peux pas passer toutes tes journées à imagine s'il y a une guerre mondiale, imagine s'il y a... Non, mais en fait, ce qui est bien, c'est que ce que j'aime dans ces exercices-là, c'est pour ça que la méditation sert souvent, c'est que aussi, quand tu parles de ces scénarios-là, ça révèle des choses que des fois tu as oubliées ou que tu négliges. C'est pas que tu vas forcément mettre en place un plan d'action derrière. C'est juste que ça te permet de remonter. Oui. Au sommet de tes priorités. Comme l'exercice que tu disais, si tu as un seul appel qui tu appelles et après tu te rends compte, ça me fait penser à quand on fait les podcasts un peu sur l'éducation financière et on dit
et tu poses la question aux gens, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Pourquoi tu veux de l'argent? Et en général, il te dit les voyages, la santé. Et puis, quand tu analyses les comptes de la personne, c'est tu pas vois où ça part. aucune dépense en santé, rien du tout. Donc, c'est pas là-bas où ça part. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Il faut être cohérent. Mais en tout cas, je pense que c'était une occasion importante pour moi. Je suis content qu'on ait fait cet épisode quand même parce que... Épisode fleuve. Je pense que vraiment les gens... j'invite aussi les gens à lire Sapiens parce que je pense que c'est intéressant. Autant je suis pas un gars... Je suis très sceptique sur l'importance du passé. Je suis pas un gars qui accorde beaucoup de valeur au passé, mais je pense que l'histoire a beaucoup à nous apprendre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Je pense qu'il y a beaucoup à gagner à se poser des questions sur... En fait, c'est super paradoxal ce que tu viens de dire. Ouais. En fait, j'ai été poli, j'ai envie de dire, ça n'a pas de sens. Ouais. Non, en fait, pour être très clair, en fait, je suis très sceptique des choses parce qu'elles ont toujours été comme ça. Parce que je pense que ce qui fait que les choses sont comme ça, c'est souvent ce qui empêche le progrès. D'une part. Donc, je suis très... Par exemple, me dire quelque chose, on l'a toujours fait comme ça, c'est sûr que je vais... non, d'accord. Oui, non, tu prends pas le passé comme une vérité. Template. Oui, non, d'accord. Donc, du coup, c'est pour ça que les gens qui me connaissent ont tendance à... C'est rarement un argument me connaissant de venir me dire « Ah, mais c'était comme ça avant. » Par contre, j'ai une conviction profonde que la nature humaine n'a jamais changé. Oui, je suis totalement d'accord. Et qu'en fait, c'est la façon dont on a été avant, là. En vrai, c'est comme ça qu'on essaie d'être maintenant. Donc, si tu veux, ça crée un peu une espèce de dichotomie bizarre où j'ai aussi beaucoup d'intérêt pour l'histoire en termes de « Ah, en fait, à l'époque, c'est comme ça que les gens faisaient. » Parce que je me rends compte qu'il y a peut-être beaucoup de valeur dans la façon dont les gens s'étaient fait avant. On a résolu des problèmes par la modernité, mais on a créé des nouveaux. Donc, de la même manière, je pense que cette coupure Internet m'a permis, moi, d'être très content de passer quelques jours à revenir à l'essentiel. Mais du coup, je pense que beaucoup de gens peuvent se poser ces questions-là et ça va être différent pour chaque personne. Peut-être qu'il y a des gens qui vont revenir à d'autres choses de leur histoire qu'ils ont laissées. Parce que, tu vois, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui ont arrêté certains plaisirs qu'ils avaient étant enfants, qui ont repassé par les réseaux sociaux. Et ils seraient surpris peut-être que s'ils refusaient aujourd'hui, peut-être que c'est ça qui leur plairait. Et si je peux amener les gens à se reposer de ces questions-là, ouais, parce qu'on est encore l'une des dernières générations, je pense qu'on a encore cette transition encore nouvelle pour nous. La génération d'après nous, là, eux, ils sont nés dedans. Tu vois, eux, ça veut dire l'IA qui vont être un truc où ils vont nous dire, mais vous êtes des débiles de ne pas avoir compris ça tout de suite. Mais nous, on a été les derniers analogues, comme j'appelle ça. Analogue. Ben ouais, c'était analogue après le digital. Ah oui. On est les derniers à avoir été vraiment en mode, on a écrit. L'analogie. Ouais, on a écrit, on a touché avant de typer. En tout cas. Ouais, donc franchement. Le mot-clé. Ouais, mot-clé pour cette belle discussion. Je suis ouvert à toutes les suggestions avant que tu dises que j'ai fait une inception encore forcée. Je veux pas dire Internet, tu vois. Ah. Je veux pas dire, je veux trouver... Moi, j'aurais dit connexion. Connexion, dans tous les sens du terme. Ouais. Parce qu'en fait, Internet est ce qu'on utilise aujourd'hui pour se connecter, mais il faut trouver des moyens de se connecter hors Internet. Il faut que vous vous connectiez à vos gens, connectez à vous-même aussi. Parce que... Puis dites-nous aussi si Internet se coupe là où vous vivez, qu'est-ce que vous ferez le plus de vos journées? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Donc... On vous voit. Voilà. Faites-vous cette réflexion, même si c'est que 15 minutes. Ouais. Comment vous seriez connecté sur Internet? Comment vous travaillez vos connexions même au-delà d'Internet? Parce que ça reste important. Vous avez vu comment on a baissé notre voix à la fin de l'épisode là? C'est en mode on finit. Fin d'un film comme ça. Là. Abonnez-vous pour nous remercier pour tout ça. Franchement, là, on se vide, on se lâche. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore rejoint la tribu Telegram, vous ratez. Hein. Franchement, c'était très drôle. Là, en ce moment, c'est super enrichissant. Ouais. Super enrichissant et je pense qu'on fera encore, peut-être on refera des contenus aussi avec la tribe, mais il y a tellement d'activités là. Ah, ils sont chauds. Hein. Entre le meet-up à Paris, le meet-up à Londres. Ouais. Avec des invités surprises à chaque Attention. fois. Ouais, maintenant, ça rigole plus. Meet-up à Paris, meet-up à Londres, mastermind les mercredis. Ouais. On parle en anglais les vendredis. On fait des vrais trucs là. Non, franchement, la tribe, on vous salue. On est ensemble. Donc, abonnez-vous les amis. Et puis, si vous voulez plus d'infos sur la tribe, il y a toujours le lien en description. À toutes. Ciao.